Bien, merci d'être venu, même à ceux dont l'invitation de la Oval était officieuse. Donc voilà. Alors c'est une toute première, ici à la Haute École Charlemagne. Donc c'est une conférence, vous pouvez voir, donc, il y a 3 invités, il y a un 4e qui va arriver, je vais les présenter. Parce qu'il y a eu un petit contretemps de dernière minute, donc on m'a dit dans 3 quarts d'heure, normalement. Donc il va arriver, mais je vais le présenter. Donc c'est une co-organisation entre la section tourisme et la section logistique. Je remercie d'ailleurs monsieur Laurent Ouard pour sa collaboration, etc. Et monsieur Jacques Moison. Donc voilà, ce n'a pas été évident parce que c'est depuis le mois d'août que l'on travaille dessus. On cherche des contacts, ça prend quand même du temps d'organiser ce type de conférence. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 intervenants. Vous êtes généralement habitués peut-être d'en avoir 1 ou 2. Mais notre volonté était de pouvoir aborder un thème qui était particulier. D'ailleurs, c'est une demande qui vient, si je m'amuse, des étudiants de 3e. Je vois quelques-uns qui m'avaient déjà demandé, tiens, au niveau événementiel, qu'est-ce que serait chouette de faire venir des professionnels, etc. À partir de là, j'en ai parlé à un certain de mes collègues de logistique qui m'ont dit, ah ouais, mais qui dit organisation de concert, cela implique une certaine logistique. Donc, pourquoi on n'organiserait pas finalement une collaboration? On va dire, pourquoi pas, allons-y. Et donc, ah voilà, les étudiants Erasmus. Voilà. Voilà. Comme quoi, c'est international, hein, ici. Je ne connais pas. Donc voilà, et on a mis ça sur pied, et donc finalement, après plusieurs contacts, ben, je remercie en tout cas grandement nos intervenants de venir. Je vais les présenter rapidement. Donc voilà, j'ai même un assistant. Alors, monsieur Bernard Deschamps, qui est responsable, en fait, organisateur du festival Rock de Stoumont, qui est à sa 10e édition, si je m'abuse. Donc, c'est bien ça. Comme vous pouvez voir, la dernière tête d'affiche quand même pas mal, c'est Suarez. Donc, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est entre guillemets un petit festival qui est quand même à sa 10e édition. Enfin, je vais lui laisser la parole, il va vraiment expliquer en détail. Mais ça n'a l'air de rien. Donc, il y a quand même des impératifs auxquels il faut prêter attention, soit disant qu'il est petit, mais pas si petit que ça. Vous verrez parce que ça demande quand même pas mal de boulot. En tout cas, autant si pas plus parfois que certains autres festivals. Ensuite, il y a monsieur Pierre-Laurent Fassin du Belgique Festival de Herve, vous connaissez aussi. Là aussi, je vais vous produire un peu l'affiche. Vous pouvez voir là, pour certains d'entre vous, vous connaissez. Je pense que 2-3 viennent de la région de Herve, donc ça leur parle beaucoup en tout cas. On pourrait dire tiens, logistique, tourisme, festival, mais oui, parce que si on dit Stoumont, si on dit Herve, ce n'est pas que le fromage. Et Stoumont, c'est pas que l'Ardenne belge qui est reconnu par les Hollandais. Oui, mais il y a autre chose, il y a des festivals. Et notre 3e intervenant, qui vient des francopholies de Spa, donc régisseur, technicien, plateau, voilà, pour les francopholies de Spa, mais pour bien d'autres choses encore. Donc monsieur Vincent Monville. Et le 4e intervenant qui arrivera un petit peu en retard, c'est monsieur Arnaud Delven. Donc je viens de savoir en fait qu'ils viennent de fusionner les 2 sociétés PowerTech et PowerStage, qui sont du Tech and Stage SPRL, depuis le 1er janvier de cette année. Alors, là aussi, ce qui est chouette, c'est un arrivé important. Bon, là, il m'a prévenu. C'est un ancien étudiant de logistique, donc qui est sorti il y a 3 ans d'ici, et qui est responsable justement de montage de scène, etc., location aussi de matériel en tout genre, notamment autant pour de spectacles et mises en scène au niveau du tourisme que de spectacles et festivals de musique, etc. Donc, lui, sur les 2 points. Voilà, je pense que je vais me taire, je vais directement passer la parole à notre intervenant. Je pense qu'ils font mieux que moi. Merci. Je vais essayer de mettre ça. Je vais être pour celui-ci. Voilà, mais bonjour à tous, je m'appelle Bernard Deschamps, je suis donc l'organisateur du festival de Stoumont. Le festival de Stoumont a 9 ans, il en est donc à sa 10e édition. Et il est né au départ d'une maison qui s'appelle la Maison Saint-Éloi, qui se trouve aussi à Stoumont, et que j'ai l'honneur de diriger. La Maison Saint-Éloi, c'est quoi? C'est quelque chose qui propose 2 secteurs d'activité, de l'hébergement collectif, donc une espèce d'auberge de jeunesse, s'il vous plaît, et des endroits, des lieux résidentiels pour personnes handicapées mentales. Dans ce type d'endroit, on a toujours des manifestations. Vous avez tous entendu parler de vente de bourse, de francifères, de 24 heures de puzzle, etc. Nous, à un moment donné, on avait aussi des manifestations
manifestation de ce type-là et qui était en train d'un petit peu d'être en perdition. Et on a essayé de créer une manifestation qui convienne bien au personnel de la maison, mais aussi aux résidents de la maison. Il y a une centaine de personnes handicapées mentales qui habitent là. Et la musique est en général un vecteur, un porteur, un moteur pour tout le monde. En général, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et donc, on s'est dit, on va organiser, on s'est dit ça il y a une dizaine d'années, 9 ans, on va organiser un concert. On n'était pas du tout du métier, on n'est toujours pas d'ailleurs, mais maintenant on a un tout petit peu d'habitude. Et on a pris donc quelques conseils. Et on nous a plutôt aiguillé vers l'organisation d'un festival. Et donc, on a décidé de créer le Festival de Stoumont. Alors, on s'était rendu compte de rien à ce moment-là, on avait pensé que c'était relativement facile, on va louer un chapiteau, on va louer une scène, une sono, faire venir 2-3 groupes et 500-600 personnes dans le public. Il est évident qu'on s'est très vite rendu compte que c'est un travail gigantesque qui commence le lendemain du festival précédent et qui se termine le jour du festival. C'est un travail d'un an. Donc, le travail en somme consiste en une multiplicité de choses dont on va parler un peu plus tard. Mais avant de vraiment commencer à vous parler du festival proprement dit et de ses implications et de ses impacts, je veux souligner que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une rencontre entre des personnes valides et des personnes handicapées. C'était notre philosophie du départ. Donc, on voulait aussi qu'on ne vienne pas chez nous pour faire plaisir à des personnes handicapées ou par compassion. Parfois, on entend des personnes qui disent voilà, c'est quand même triste, c'est quand même fantastique ce qu'on a dit avec des personnes handicapées. Ce n'était pas notre objectif. Nous, on voulait que quand on nous quitte, quand le public s'en va, il n'ait pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose pour des personnes handicapées. De la même manière que quand vous quittez le festival de Belgique ou de Spa, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose pour les bénévoles qui se trouvent là-bas. Vous avez l'impression simplement d'avoir passé un bon moment. Nous, c'était exactement le même objectif qu'on poursuivait, ce qui compliquait un tout petit peu la donne, parce qu'on devait être attentif à plusieurs choses qu'on n'a pas l'habitude de traiter en général. Donc, de manière historique, vous avez finalement le petit chemin qu'on a mené avant le premier festival. Le premier festival, on l'a donc organisé sous chapiteau avec une scène professionnelle et 4 groupes. Ça a bien marché. On a eu 500 personnes dans le public, on en espérait 400, on a eu quelques petits sponsors et au début, un budget pour ce type de festival, c'est 6 000 à 7 000 euros. Donc on prend juste un risque de 6 000 à 7 000 euros. Ça ne se trouve pas comme ça, mais on est quand même 100 travailleurs, on aurait chacun mis 50 euros. Ben voilà. Un rythme très limité. Donc, le premier festival ayant été un succès, tant au point de vue de l'affluence, je vais dire, qu'au point de vue de l'ambiance, on avait eu de problème, ça s'est très bien passé. Et par contre, il était extrêmement compliqué pour nous, organisateurs, parce qu'on avait des milliers de choses qu'on n'avait pas vues. Pas de problème majeur, mais quand même des tas de choses qui n'avaient pas fonctionné, dont on ne s'est pas nécessairement rendu compte. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment décidé de créer une ASBL, Festival de Stoumont, et aussi de s'entourer de bénévoles, de conseillers, etc. On ne s'était pas rendu compte quand même de l'ampleur de la chose qui peuvent, les choses peuvent être des caprices d'artistes, je crois qu'on en parlera, Vincent et mon collègue de droite aussi peuvent être plus discrètement à ce niveau-là, mais enfin, c'est parfois très compliqué, mais aussi, bêtement, lorsqu'on a des artistes étrangers qui viennent, il faut leur réserver des hôtels. Tout ça a un coût, tout ça il faut le faire. Et si l'hôtel, ils veulent 12 chambres dans le même hôtel et qu'il n'y a que 11 chambres, ben on a des tas de problèmes et tout ça, nous, on ne le savait pas avant. Personne ne sait ça avant. Personne ne sait non plus que pour organiser ce type de festival, il ne faut pas simplement 2 personnes qui tiennent les entrées et 2-3 castards qui font la sécurité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des normes, il y a des autorisations administratives, etc. Et bien sûr, le nerf de la guerre, l'argent, il faut trouver de l'argent. Parce que si on prend un risque de 6 000 euros la première année, les autres années ont envie de grandir, et là le risque n'est plus 6 000, mais peut-être 20, 25, 30, 300, 400, et sans doute plus. Donc là, il faut évidemment avoir les reins solides, comme on dit, et s'entourer de sponsors le plus généreux possible. Donc voilà en gros l'histoire du Festival de Stoumont. La deuxième édition, on a continué de la même manière, sauf qu'on a décidé d'accueillir Machiavel. Donc, pour le deuxième, c'était, les plus jeunes connaissent peut-être un peu moins Machiavel, mais les plus anciens, malheureusement pour nous, c'est vraiment une grosse tête d'affiche, c'était un des plus grands groupes belges. Et ça s'est aussi très bien passé. Puis après, on a eu 2 années de moins d'affluence avec 2 artistes françaises, si mes souvenirs sont bons dans l'ordre, Emma Domas et Amandine Bourgeois. Mais peu importe, le festival a continué de grandir, on est toujours là finalement, on a Glisse-sur-Arès, cette année de Saint-Jali et bien d'autres.
On a aussi décidé de ne plus intégrer les personnes handicapées qui sont quand même les principaux destinataires. Moi je dis toujours, c'est un festival organisé pour et par les personnes handicapées. Sans eux, il n'y a pas de festival. Et toujours sans compassion, sans pitié, c'est un vrai rôle qu'ils ont chez nous, une spécificité par rapport à nos collègues. Donc, on a décidé de créer ce qu'on appelle maintenant la scène ouverte. La scène ouverte, c'est aussi un challenge important pour nous. C'est une matinée qui se passe juste avant le festival. Si vous voulez, de 12 à 18 heures, on reçoit une vingtaine de groupes, qu'ils soient valides, handicapés ou à mix, des groupes qui contiennent des personnes handicapées et des personnes valides, qui viennent jouer un quart d'heure avec de la vraie musique, avec des vrais techniciens, des vrais ingénieurs de son, l'éclairage, etc., de la scène professionnelle. Donc, on a une vingtaine de petits concerts d'un quart d'heure pendant toute l'après-midi. Ça, au niveau infrastructure, au niveau gestion, c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, on a continué à proposer le festival sous chapiteau, et maintenant, on a même créé une deuxième scène pour ne pas que le public doive attendre pendant ce qu'on appelle les balances. Donc, les balances, c'est la partie où les artistes règlent leurs instruments, le son, etc., pour qu'on les entende bien. Donc, on n'a plus cette attente. Parfois, quand vous allez à un certain festival, vous attendez pendant 3 quarts d'heure. Nous, on a décidé de créer une deuxième scène pour ne plus avoir ce petit inconvénient, ce petit désagrément. Et qui dit deuxième scène, deuxième sécurité, deuxième bar, deuxième source de problème, évidemment. Et deuxième technicien, etc., etc. Donc, en vous disant ça, vous avez finalement l'historique complet du Festival de Soumont, une petite manifestation de 500-600 personnes avec un budget de 6-7 000 euros. On est maintenant à un budget de 35 000 euros et à 1200-1300 personnes accueillies ce jour-là sur le site, pas nécessairement tout en même temps, puisqu'on a des gens qui viennent exprès pour la matinée et des gens qui viennent exprès pour la soirée. Donc, au niveau infrastructure, on a par contre un gros avantage, comme je vous l'ai dit, on a un bâtiment qui permet d'accueillir la plupart des artistes. Certains sont plus capricieux, ne veulent pas venir chez nous. Maintenant, on a donc une espèce d'auberge de jeunesse, donc on peut accueillir la plupart de nos artistes sans payer d'hôtel. Et on a aussi évidemment une infrastructure ORECA tout à fait suffisante pour pouvoir nourrir tous ces gens, ce qui est aussi un sérieux avantage parce que si vous comptez que vous accueillez un artiste, c'est souvent une équipe d'une vingtaine de personnes. Si vous emmenez 20 personnes au restaurant, ça vous fait 1 000 euros. Si vous les servez vous-même, ça fait peut-être 200. Donc, vous avez compris que pour 10 artistes, il y a une économie de 8 000 euros sur un budget de 35 000. C'est très important pour nous. Un autre aspect dont je dois vous parler aussi, c'est évidemment les sponsors. Ça, on ne s'en était pas rendu compte. Nous, on pensait que les sponsors, ça irait plus ou moins tout seul et qu'on serait bien soutenu par les pouvoirs publics, surtout de par notre rôle social, parce qu'on a quand même un objectif social et on est une ASBL, je vous dis que personne ne tire profit, sauf les personnes handicapées de ce festival. Et donc, on a pensé qu'on serait très bien sponsorisé par les pouvoirs publics, et notamment les administrations qui s'occupent principalement des personnes handicapées, mais ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été très difficile d'avoir des subsides publics, donc on a dû se tourner vers le privé. Ce n'était pas encore la crise à ce moment-là, mais maintenant ça l'est, et ça devient extrêmement compliqué. Et je pense que toute proportion gardée, on est tous dans les mêmes difficultés à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de manifestations, donc quand on organise quelque chose, c'est très très difficile de trouver des fonds. Et ça ne va pas, mais alors pas du tout, aller en s'arrangeant, en tout cas ça ne s'arrange pas pour le moment, puisque la plupart de nos sponsors à l'heure actuelle rognent leurs dons, rognent les sommes qu'ils donnent. Donc c'est compliqué de nouer les deux bouts. Et on ne peut pas prendre de risque que l'on soit pour des personnes handicapées ou peu importe, on ne peut pas courir des risques de prendre des gamelles, comme on dit, de plusieurs milliers d'euros, donc on doit être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Voilà, en gros, en termes de subsides, la recherche des subsides est aussi quelque chose qui, je pense, doit de plus en plus se faire de manière professionnelle. Nous, on n'est pas des professionnels de la communication. On a maintenant, je vous l'ai dit, une petite habitude, mais on n'est pas des professionnels de la communication. Donc, on devrait peut-être engager quelqu'un pour faire ça, mais si on engage quelqu'un, évidemment, il faut aussi trouver des sponsors en plus pour le payer. Donc, l'argent est quand même vraiment un centre très important quand on veut organiser ce genre de manifestation, et on n'était pas, nous en tout cas, préparés à ce que ce soit un point pareil. Ça a un peu dépassé, bien qu'on n'ait jamais perdu l'argent, ça nous a un peu dépassé à un moment donné. Je vais un petit peu passer en vue quelques-uns de nos sponsors. Tout ça, je vous l'ai déjà dit, je répète bien que notre objectif est d'intégrer des personnes handicapées sans que ça ne se voie, sans qu'elles ne soient le centre et le rayon d'action. On
puisse se dire j'ai été à un festival, il y a quelques handicapés, mais ça voilà, c'est un festival comme un autre. Des photos. Donc ceci, c'est une nouveauté. On ouvrira avant la scène ouverte une balade de 2 chevaux et d'ancêtres. On a la volonté toujours de proposer un petit plus. C'est la 10e édition, donc on aura cette année la présence de véhicules dans lesquels on pourra faire un tour. Donc ce sont des choses qui ne coûtent pas cher, ça, et qu'on est amené aussi tous, je pense, à proposer pour essayer de diversifier l'offre, pour essayer de faire venir les gens, puisque c'est quand même l'objectif principal. L'objectif principal, c'est pas d'avoir des sponsors, c'est d'avoir du public. Et donc on essaye de plus en plus d'attirer les gens en proposant, en diversifiant notre action. Mais l'aspect de la scène ouverte, je ne vais pas vous en parler trop, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que je vous ai dit que c'était un challenge et que je vous dirai quelques mots là-dessus. Il faut voir que chaque groupe qui vient chez nous a 15 minutes, pas une de plus, pas une de moins, une de moins s'il y a 2, pas une de plus, pour faire son petit spectacle. Donc il faut qu'elle monte sur scène et il faut qu'elle commence à jouer tout de suite. S'ils veulent faire une balance, tant pis pour eux, si ça prend 10 minutes de balance, ils joueront 5 minutes. Nous, à la 15e minute, là, on coupe le son. Enfin, on a un radio de 30 secondes, mais pas plus. C'est logique, 20 prestations, si on fait 3 minutes par prestation, 1 heure de perdu, 1 heure de retard pour les suivants, et on n'explique pas facilement à Amandine Bourgeois qu'elle va jouer 1 heure plus tard que prévu. Ça, je crois qu'on sait aussi en parler. La scène ouverte a aussi comme particularité d'être un concours, donc un aspect un peu promotionnel pour les jeunes groupes, pour des petits groupes, et aussi une chance pour des institutions de personnes handicapées d'être à l'affiche du festival de l'année suivante. Donc la scène ouverte c'est un concours, celui qui gagne la scène ouverte est d'office, s'il le souhaite, à l'affiche du festival de l'année suivante, si l'aventure il y en a un, on peut ça un petit résumé. Je pense que je ne tiendrai pas les 20-25 minutes parce que je vous ai à peu près tout dit. Si ce n'est qu'on a plusieurs idées, on a eu plusieurs idées différentes, on a toujours assez bien de critiques quand on organise ce genre de manifestation, mais je crois qu'il faut vraiment tenir la route. Je n'essaie pas de paternaliser ici, je peux simplement dire que quand on a une ligne, il ne faut pas non plus tenir compte des différents avis qui vous disent ne fais pas ça samedi, fais plutôt un vendredi, ne le fais pas au mois d'avril, fais-le en juillet. À un moment donné, je crois que tenir son cap et se dire ce qu'on fait fonctionne, même si c'est pas parfait, c'est aussi rassurant quelque part et ça donne la pêche et ça donne en tout cas l'énergie d'avancer. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas changer la note, qu'il ne faut pas changer certaines choses, mais parfois tout mettre en question n'est pas non plus la bonne solution et on peut aussi se tromper et puis réussir sur la même base une année suivante. Ça nous est arrivé avec 2 ou 3 années où on avait peu de monde, et finalement on a continué, maintenant ça fonctionne pas mal. Je pense vous avoir tout dit. Ouais, on avait parlé d'une anecdote, j'en ai quand même une qui met peut-être quand même malheureusement en avant l'aspect handicap, mais on a reçu, je ne dirai pas son nom, une artiste qui était assez allez, jolie mijaurée, je ne sais pas si tout le monde comprit ça, comprend ça. Et elle était très capricieuse, etc. Et elle avait dans la maison une personne handicapée qui était extrêmement fan d'elle, mais qui souffre du syndrome de la Gilles de la Tourette. Ce syndrome-là, c'est un syndrome qui fait qu'à certains moments, on est insultant vis-à-vis des personnes. Et on avait convenu avec la star un petit moment convivial avec la jeune femme qu'on avait préparé, on allait répéter, on n'allait pas l'insulter. Vous avez compris que ça ne s'est pas bien passé et l'artiste ne voulait pas jouer suite à ça. Finalement, elle est revenue à la maison, elle voulait aussi interdire l'accès à la salle à la jeune femme. Il y a parfois vraiment des caprices très difficiles à supporter, mais de manière générale, si on veut parler pour terminer des artistes qui sont quand même les personnes les plus importantes, qui soient handicapées ou pas, 90%, 95% des artistes sont des gens généreux, fantastiques. Les grandes stars ou les moyennes stars ont du mal à faire des cadeaux et des gestes financiers, mais sont quand même en général très accessibles. Et c'est toujours très agréable de rencontrer ces gens-là et de les voir aussi sous une autre facette. Pour l'organisateur, c'est quelque chose d'un peu excitant, je veux dire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et bon, ils ne sont pas là, mais l'équipe de bénévoles qui m'encadrent sont des gens formidables. Et ça, sans une équipe de bénévoles solide, il faut aussi oublier de faire un festival. Je pense que mon côté ne dirait pas non plus.
ça, je m'occupe de toute la partie communication, médias du Belzic Festival, et ce depuis sa création. Merci à M. Bocacci de nous avoir invités à venir vous parler d'une organisation qui peut paraître banale tellement ce genre d'événement pullule partout en Belgique, en Wallonie. Mais croyez-moi bien, c'est quelque chose qui, comme M. Deschamps le disait, ça commence le lendemain du festival et ça dure comme ça pendant un an, avec des phases où il y a plus d'activités que d'autres, bien entendu. Alors le Belzic Festival, ça part de quoi? Ça part d'une idée de 4-5 copains, amis, frères, beaux-frères, qui se retrouvent autour d'une table et qui se disent, tiens, on créerait bien un événement musical d'importance sur le plateau de Herve. L'idée était vraiment de le faire à Herve, sans vouloir faire les francopholies numéro 2, ou les petites franco, comme on a souvent l'habitude de nous appeler comme ça au Belgique, même si c'est vrai, Vincent Mondry était de la partie à ce moment-là au tout début, et il travaille aussi, Charles Gardier, le directeur des Franco, fait aussi partie de l'ASBL du Belzic Festival. Donc c'est une grande famille, mais on ne voulait en aucun cas se ressembler et faire les francopholies du printemps. Et donc voilà, on voulait vraiment créer un événement musical 100% belge à Herve. Ça a pu voir le jour l'année suivante, donc en 2004. C'est la première édition du Belzic Festival. Ça a eu lieu un 28 février avec le premier départ des Gaufres au sucre. Donc c'était leurs premiers adieux. Il y en aura eu d'autres par la suite. Et 2 ans après, ils viennent faire leur retour chez nous. Donc c'était aussi une belle histoire d'amitié entre eux et nous. Et ce qu'on a voulu faire, donc vous voyez la date, c'est le 28 février. Je crois que Vincent, tu t'en souviens, il y avait de la neige. Donc c'est pas évident non plus de faire ça. Il est très froid et je vous dirai tout à l'heure dans quel endroit ça se passe et vous comprendrez, ceux qui sont déjà venus savent où ça se déroule. Donc il y a eu de la neige, mais on a persisté sur l'idée d'être le premier festival de l'année. On a, comme je disais, on ne voulait pas être le Franco numéro 2, mais on ne voulait pas non plus rentrer en concurrence avec tous ces festivals qui s'organisent entre mi-mai et fin septembre. Pensez aux fêtes de la musique, qui sont des spectacles gratuits. Donc c'est presque une concurrence déloyale, je vais dire, par rapport à des événements comme les nôtres qui ne sont pas gratuits. Il y a les Franco, il y a Tours, il y a les Ardents qui sont arrivés entre-temps, il y a d'autres festivals comme ça qui émergent, Festa Cité à Verviers et autres, que ce soit en province de Liège ou ailleurs, puisqu'on a vocation forcément régionale, mais aussi à attirer un public de toute la communauté française, mais également de France, de Suisse, d'Angleterre. On en a eu quand même beaucoup déjà. Donc, 2004, première édition, une soirée, avec la tête d'affiche Gaufres au sucre. 2 ans après, on passe à 3 jours. C'est un pari. On s'est dit, voilà, il faut évoluer, il faut avancer. On a vu que le festival commençait à prendre sa place, à être vraiment accepté par tout le monde et vraiment être aimé du public. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer d'élargir. On est passé à 3 jours. Ça, c'est la première grosse nouveauté, donc 2 ans après la création du festival. Et 2 ans après, on a créé le Belzic Café. Alors le Belzic Café, en 2 mots, c'est 4, 5, 6, 7, 8 maintenant cafés de Herve qui ouvrent leurs portes et qui permettent à des groupes régionaux de venir jouer, et ce, gratuitement. Donc nous payons les groupes, donc le Belzic paie les groupes, et le café se charge de la sécurité, c'est tout. Mais donc c'est vraiment la volonté de mettre en avant les artistes régionaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes pour venir jouer sur la grande scène, mais évidemment, même si on a 3 jours, on ne peut pas commencer le festival à 7h du matin et terminer à 4h du matin le lendemain, c'est pas possible. Donc il faut quand même restreindre la présence sur la grande scène, je vais dire ça comme ça. Mais la vocation était aussi de mettre en avant les groupes et les artistes régionaux. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Belzic Café avec entrée gratuite, et ça a vraiment beaucoup de succès. Et je vous dirai tout à l'heure qu'on a réduit d'1 jour cette année le festival, j'expliquerai pourquoi, mais le Belzic Café, on l'a maintenu parce qu'il y a une vraie demande des groupes, mais aussi du public. C'est aussi un aspect logistique assez important aussi à gérer. En 2009, 2 jours sur 3 ont été sold out. C'est la première fois qu'on a réussi à afficher complet 2 jours sur 3. Et en 2011, c'est les 3 jours.
qui ont été sold out. En 2012, c'est un partenariat avec Sherpa, donc ça c'est dire qu'on se professionnalise dans la vente des billets. Et en 2013, donc ce sera la 10e édition qui se tiendra donc en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'en 2011, on a un déficit, pour plein de raisons. Question de programmation, question de crise économique. Voilà, on a une année qui était difficile et notre but n'est pas de faire de l'argent, comme je vais vous l'expliquer plus tard, mais c'est vraiment de pouvoir continuer à proposer un festival de qualité, mais sans des mesures financières. Donc c'est pour ça que cette année, même pour la 10e, on a fait le pari de diminuer d'une journée, et donc ce sera du 18 au 20 avril 2013, avis aux amateurs, et donc en tout, depuis 2004, il y a plus de 130 groupes qui sont venus sur la grande scène et plus de 40 dans les cafés. Voilà pour un bref historique du Belzic Festival. Alors l'ADN du Belzic Festival, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était créé par des passionnés. On aimait la musique, on avait envie de créer un événement musical sur Herve, et donc voilà, on s'est lancé et on l'a fait. Le but premier n'est pas l'argent, on a très vite créé une ASBL, donc le but c'est de juste rentrer dans ses frais, et tout ce qu'on a en plus est réinjecté l'année suivante dans l'organisation du festival de l'année suivante. Donc, moi je passe des heures, un nombre d'heures important pendant l'année, mais je ne prends pas un franc. Et les autres, on est comme un comité de 25, et on est 4 à travailler vraiment toute l'année. On ne prend pas un franc, personne ne prend un franc sur l'organisation de ce festival, même si nous travaillons avec des professionnels, mais ce sont des frais qui rentrent dans le budget, sur la scène, sur la programmation, ou certaines autres choses. Un festival belge, il s'appelle Belzic. Le nom, tout est dans le nom à ce niveau-là, même si on a vu, vous le verrez tout à l'heure, des artistes étrangers de renom. Alors c'est un festival convivial et familial, accès parking facile, bar facile d'accès, c'est très important pour l'image d'un festival. Vincent en parlera peut-être tout à l'heure, les 15e Franco, ça avait été compliqué, tellement il y avait du monde, l'accès au bar était difficile, et nous on n'a jamais voulu ça, on a voulu toujours que les gens puissent avoir leurs aises pour pouvoir assister au concert. On a fait les spectacles pour enfants samedi matin, ce qui permettait aux familles de venir et de passer la journée, la soirée tous ensemble au Belzic Festival. Et c'est aussi un festival où on a privilégié la sécurité avec la présence de la Croix-Rouge, les responsible drivers, les techs qui faisaient des chemins retour vers les gares de Liège et de Verviers. Tout ça, je raconte ça comme ça, mais ce sont tous des aspects qui interviennent évidemment dans l'organisation pour essayer d'avoir l'organisation la plus complète, la plus parfaite et la plus sécurisante possible. Et c'est un festival aussi démocratique. Je vous dis, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais puisqu'on maintient un prix des places assez stable depuis le début, quelle que soit la fiche proposée, donc c'est plus ou moins 27 € pour une journée, et ici c'est plus ou moins 40 € pour 2 jours. Donc voilà, ce sont des prix qui restent tout à fait démocratiques. Alors voilà, question au niveau des artistes. Quelques grands noms belges évidemment, ils ne sont pas tous là, mais la plupart, Moran, Peggy, Machiavel, Ginzu, Ozafrinri, Harid, j'en oublie évidemment, et quelques grands noms étrangers, français et anglais, Charlie Winston, Aaron, Thomas Dutronc, Michel Delpech, Martin Solveig, Andrew Fletcher, un des membres de Dépêche Mode, IAMX, j'oublie aussi les Brigitte et Olivia Ruiz, qui sont également au Belzic Festival. Alors, en termes d'organisation, le Belzic Festival, c'est un comité de 25 personnes qui sont ces personnes sont toutes présentes forcément la semaine du Belzic Festival. Je le disais tout à l'heure, il y a 4 personnes. Ces 4 personnes-là travaillent toute l'année au suivi du dossier, à la création de ce festival, le sponsoring, les chapiteaux, l'installation, les plans médias, les plans de communication, l'affichage, les impressions, les invitations, voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut penser. Ces 4 personnes-là, comme je disais, sont aussi bénévoles, et c'est par passion, et on fait ça en plus de notre boulot. Forcément, il y a des périodes où c'est un peu plus concentré sur le Belzic Festival, et pour l'instant, nous rentrons tout doucement dans cette partie un peu plus intense pour le Belzic. Alors, comme à Stoumont et comme à Spa, on ne ferait rien sans les bénévoles. On a plus ou moins 200 bénévoles. On est arrivé à
un quota de 200 bénévoles. Si on doit faire l'addition de tous ceux qu'on a eu depuis 2004, on a plus de 1000, mais on a dû, à un moment, faire un certain écrémage. Parce que ce sont des bénévoles, vous ne pouvez pas leur demander trop de choses, parce qu'ils sont là de manière bénévole. Il y en a qui viennent, bien entendu, ils ne payent pas le prix de la place, ils ont l'entrée au concert gratuite, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même contrôler, on ne peut pas leur demander de trop. Il y a des tâches ingrates, parking, toilettes. Tout ça sont des choses qu'il faut gérer avec des bénévoles que vous ne payez pas et qui, à un moment donné, si la personne vous dit bah, moi je vais pas au parking, si c'est comme ça je m'en vais, ben, elle s'en va et vous vous trouvez avec une personne de moins et votre parking ou vos toilettes ou vos entrées, ben, c'est difficile de vous trouver le bec dans l'eau et ça ne se passe pas 2 jours avant, ça se passe 1 heure avant l'ouverture des portes. Ce genre de problème qui arrive 1 heure avant. Donc, nous, ce qu'on a voulu au fil des années, c'est de se concentrer sur ceux qui étaient là, fidèles, à qui on peut faire confiance, et donc de vraiment faire, je ne vais pas dire une sélection, mais un peu quand même, parce qu'on doit pouvoir se fier à ces gens-là, mais en règle générale, on n'a pas dû en refuser beaucoup, et donc on arrive à 200 bénévoles qui, dès le mois d'octobre-novembre, nous recontactent pour savoir quand aura lieu le festival et s'ils peuvent encore travailler pour nous. Et donc voilà, maintenant on ne doit plus les chercher, c'est eux qui viennent directement, et ça se fait tout à fait naturellement, et on a vraiment trouvé une belle équipe de bénévoles sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc je vous dis, ce sont depuis 4-5 ans, c'est les mêmes qui reviennent chaque fois et au même poste, et donc nous on peut aussi nous reposer sur eux, et c'est une certaine assurance dans l'organisation. Alors, bien sûr, les partenaires et les sponsors, sans ça évidemment on ne fait rien. On retrouve souvent les mêmes partenaires comme Money for Life qui se trouvent un peu partout, des Coca-Cola, Etias, Electrabel, sont des bulles pour nous, City Mall, des gens qui nous font confiance qui travaillent avec nous depuis quelques années. C'est le nerf de la guerre, sans eux on n'aurait pas d'argent, on ne pourrait pas avancer l'argent pour les artistes. Il faut savoir que les artistes demandent de l'argent avant de jouer. S'ils ne sont pas payés avant, ils ne montent pas sur scène. C'est la règle générale de 95% des artistes. S'ils ne sont pas payés avant, pas de concert. Donc il faut pouvoir engager l'argent, ça c'est l'argent des partenaires et aussi l'argent des préventes qui permettent de pouvoir payer les artistes et quelque part de confirmer l'affiche qui est proposée quelques mois avant. Donc c'est très 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 important. Alors, est-ce qu'on est dans les finances? Parlons un peu du budget. Le budget du Belzic était de 40 000 € en 2004, est passé à 300 000 € en 2012. Et comme on fait un jour de moins, on a redescendu notre budget à 200 000 € pour cette année. Alors, le Belzic Festival a quelques particularités, notamment le site qui accueille le Belzic Festival. C'est un hall de crier. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un hall de crier. C'est un hall où c'est 4 murs en béton et un sol en béton où on vend des vaches et des taureaux. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas adapté à l'organisation de concerts, mais on le fait depuis 10 ans, personne ne s'en plaint. Mais il y a tout un travail d'aménagement. Et donc là, on doit faire appel à des professionnels, que ce soit pour occulter, parce que le festival commence, en tout cas le samedi, aux alentours de 13h, il fait clair. Donc au niveau de l'ambiance, c'est pas terrible. Donc on doit occulter et on doit rendre l'acoustique la meilleure possible, évidemment, pour le confort des artistes, mais aussi du public. Et donc ça, on a dû aussi, ce sont des investissements qui sont arrivés progressivement d'année en année. Vous avez vu dans l'historique qui ont progressé petit à petit. Ben, ce sont des investissements qui sont arrivés il y a 3 ans. Et la meilleure récompense qu'on a eue, c'est Peggy en sortant de scène, elle dit ouais, putain quels sont. Quand vous voyez l'endroit dans lequel on fait Peggy sur le scène, il vous dit putain quels sont, voilà, c'est qu'on a bien travaillé, ça a coûté très cher, mais on a bien travaillé et on a pu apporter un certain confort aux artistes et au public. Le hall de crier, ben voilà, je l'ai dit, on met 2000-2500 personnes, mais on ne peut mettre pas une personne de plus. On fait le festival au printemps, donc on a commencé au mois de février en 2004, on a un peu changé en fonction des dates des vacances de Pâques. À R, il y a la cavalcade de R, donc on doit être aussi tributaire de ça,
ne pas faire ça même week-end ou le week-end d'avant. Donc on a un peu bougé dans le calendrier entre février et avril. Cette année, ce sera avril, mais on ne peut pas se permettre de faire, d'étendre ça à l'extérieur. On pourrait, mais c'est très compliqué en termes de météo de dire qu'on va faire une scène dehors en plein mois d'avril. Je pense que la deuxième ou la troisième édition, c'était aussi début avril, et il y avait aussi de la neige. Donc, compliqué. Donc, on est maintenu à cet espace de 2500 personnes debout, assis, c'est un peu moins, pour pouvoir organiser le Belgique Festival. Quelque part, ça nous arrange, parce que ça nous évite d'avoir la folie des grandeurs et de partir dans des folies qu'on n'a pas fait en 10 ans, et on est bien content comme ça, je vous l'assure. C'est un festival qui est très apprécié dans le Sérail. On s'est fait notre place, on est bien accueillis. On a toujours privilégié l'accueil des artistes. Je vous l'ai dit, on travaille aussi avec les francophonies, donc les gens qui s'occupent des artistes chez nous, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent des artistes au Franco, en tout cas au village francophone. Donc ils se connaissent, ils se revoient, ils sont contents de se voir, donc il y a vraiment une osmose qui se passe, et donc les artistes aiment bien venir chez nous aussi pour ça. Et je parlais aussi de l'acoustique tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc la particularité, c'est le premier festival de l'année. Donc on arrive avec encore vierge, je vais dire ça comme ça, dans la tête des gens, parce que le premier de l'année, on va y aller. Quand on se dit faire encore un festival, c'est pour on a peut-être notre main. Ici, on a cet avantage-là d'être le premier de l'année, même s'il est en indoor, et on n'a pas de concurrence avec les autres manifestations estivales que l'on connaît tous et que vous connaissez tous. Les difficultés du Belgique Festival, c'est le mix entre le prix de l'affiche et le potentiel public de cette affiche. Donc je disais, on a un potentiel public de 2500 personnes. Moi, je veux bien faire venir des artistes à 80 000 euros, à 100 000 euros, à 150 000 euros, à 200 000 euros. Il y en a qui coûtent encore plus cher. Mais si vous faites le compte, un artiste à 100 000 euros avec 2500 places, vous rendez compte le prix de la place. Et nous ne voulons pas dépasser un certain seuil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 25, 27 euros. Il faut à un moment donné qu'on puisse vivre avec ça, et donc c'est la difficulté de choisir des artistes qui coûtent le moins possible, mais qui ont un potentiel public important. Donc, on ramène quand même du monde. Cette année, on aura Petit, on aura Suarez, on aura Soul, mais encore bien d'autres, des groupes régionaux aussi. Et donc, c'est une affiche qui nous permet de garder un prix de place assez démocratique, comme je le disais tout à l'heure. Deuxième aspect, deuxième difficulté, c'est évidemment la diminution des budgets, sponsoring. Je suis aussi bien placé pour le savoir, puisque je suis manager de communication de la Loterie Nationale, donc Win for Life. Et donc, je dois bien vous dire que les premiers budgets qui sont saqués, je vais dire ça comme ça, en période de crise, ce sont les budgets sponsoring, parce que ce sont les budgets qui sont le moins nécessaires à la survie, en tout cas à pouvoir faire tourner les diverses sociétés. Donc c'est le premier budget qui est raboté, c'est le budget sponsoring. Donc forcément, ce sont des événements comme les nôtres qui en pâtissent directement. On l'a vécu quasiment chaque année. On a eu soit des diminutions de budget, soit des sponsors qui ont décidé d'arrêter parce qu'ils arrêtaient de financer des événements comme ceux-là. Et puis il y a aussi la multiplication d'événements du même type, comme je vous le disais déjà tout à l'heure. Voilà la première affiche, les Go Fossuc en 2004, et l'affiche 2012, celle de l'année passée. Je ne vous ai pas mis celle de cette année parce qu'elle n'est pas encore prête. On l'attend d'un jour à l'autre. J'avais mis également des spots radio, mais ça, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Alors, je vous dis, on est un festival d'amateurs, mais on travaille avec des professionnels, on est obligé de payer. Donc ça, même, c'est quelque chose d'assez important. Et souvent, on n'a pas la même logique. Eux, ils viennent vraiment pour faire du pognon. Parce que c'est une activité comme une autre, et donc monter une scène, monter un chapiteau, amener des toilettes mobiles, voilà, c'est des choses qui coûtent. Imprimer des affiches, prendre les graphistes pour faire des affiches, faire une production de spots de télévision, c'est tous des frais
qui s'accumulent et auxquels on ne pense pas. Les bénévoles, on leur donne un t-shirt. Et les t-shirts, il faut le faire, ça a un coût. Donc, ce sont toutes des petites choses auxquelles on ne pense pas quand on dit chouette d'organiser un festival ou un événement, mais vous y êtes vite confrontés. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête au niveau de l'organisation. Alors, je vais en terminer avec quelques petites anecdotes amusantes, mais je peux vous dire que sur le moment, elles n'ont pas été du tout amusantes. La première, c'est Calogero, il y a 2 ans, qui devait venir en train de Paris. Il s'est endormi dans le train. Et il s'est réveillé à Cologne. Quand on vous l'apprend et qu'il doit être sur scène 1 heure après, c'est juste pas drôle. Il y a 2000 personnes qui attendent, qui viennent pour lui. Il était tout seul en plus, c'était vraiment l'affiche de ce jour-là. Et on me téléphone en me disant oui, non, il s'est endormi, il n'est pas descendu à Liège, il est en route pour Cologne. Son chauffeur qui le suivait en voiture, on ne me demandait pas pourquoi, mais il avait un chauffeur. Il repartait après le concert directement sur Paris, donc il est allé jusqu'à Cologne et il est arrivé, je pense qu'il est rentré dans la loge, il a pris 2 cacahuètes, il a bu un verre d'eau, il s'est équipé avec son système de retour, il est arrivé à côté de scène et il est monté sur scène. Je crois qu'il est arrivé 1 minute 30 avant de monter sur scène et il est monté sur scène à l'heure. Après le concert, 30 secondes après avoir dit au revoir son dernier appel, il était dans sa voiture et 2 minutes après, il était déjà à l'échangeur et il prenait déjà l'autoroute de Paris. Donc voilà, ça ce sont des choses auxquelles qui sont amusantes comme ça quand on les raconte, mais voilà. Même année, le lendemain, on a eu 2 annulations le même jour. 2 groupes qui ont annulé le même jour pour des raisons totalement différentes, mais c'est aussi, on apprend, il y a un groupe, on l'avait appris la veille, donc ça on le savait, mais l'autre groupe qui était une des têtes d'affiche du soir, c'était le samedi, on l'a appris à 17h, il montait sur scène à 20h. Je peux vous dire qu'on a déjà 2 jours et demi de festival dans les pattes, on est claqué, ça arrive le dernier jour, à 17h, on vous annonce que le groupe qui va venir à 20h n'est pas là, et ne viendra pas le jour après, il faut faire autre chose. Et donc on se met ensemble, on discute, on s'énerve, on crie, il y en a qui pleurent. Et puis après, on trouve une solution, et là, on a trouvé un autre groupe, beaucoup moins connu, mais en fait, c'est les mecs, c'est Elvis Blackstar. Je ne vais pas parler des groupes qui ont annulé, mais en tout cas de ceux qui ont accepté de venir, ça, je le cite chaque fois, c'est Elvis Blackstar. On a téléphoné, il dit, bah oui, de toute façon, on venait au Belgique. En fait, ils venaient assister au Belgique. Ils venaient comme spectateurs, ils ont juste pris leurs amplis, leur guitare, leur batterie, et ils sont arrivés, au lieu d'arriver et montrer leur ticket à l'entrée, ils sont passés par la porte des artistes. Et ils sont venus jouer à la place du groupe. Donc ça, voilà. Mais ce sont des éléments qui sont difficiles à gérer. On a un artiste aussi qui est arrivé une fois, l'année passée, et donc c'est un DJ, et DJ allemand, et on lui a préparé une table pour mettre son matériel de DJ, et il a refusé de jouer sur cette table-là. Donc c'est une table qu'on avait bien emballée, on avait fait tout ce qu'il fallait pour ne pas qu'on voit que ce soit une simple table. Non, il a fait sa star. Et pendant 2 heures, il a crisé dans son coin, il ne voulait pas aller faire son soundcheck, non, il ne voulait pas. C'est fort énervé. Finalement, il a accepté de jouer. Une autre artiste belge, assez grande renommée, ces temps-ci pour différentes raisons, a voulu qu'on lui lave tous ses habits, met des sous-vêtements, vêtements 2 heures avant. Ben oui, voilà, je pense que c'est l'artiste qui a fait les deux. Voilà, des trucs qui vous tombent dessus, mais qu'il faut gérer. Et alors, une fois, Michel Delpech aussi. J'avais dû remplacer un chauffeur pour aller chercher au Guinéen et conduire à Spa. Après, ben voilà, moi je reviens, j'avais du boulot, j'avais toute la logistique. Enfin, voilà. Et non, il y a un autre chauffeur qui va le chercher à Spa. Et il dit oui, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Je lui dis non, c'était moi qui devais être là. Mais, ah oui, non, mais il me montra qu'avec celui tout à l'heure. Donc on m'a rappelé, j'ai pu revenir. Parce que Delpech, c'était bien avec moi, donc il voulait. Voilà. Donc j'ai convoyé Delpech pendant 2 jours. C'était très amusant, quelqu'un charmant, mais j'avais un peu autre chose à faire. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des moments quand même sympas où Stromae a fait l'année passée sa dernière
sa dernière date, c'était chez nous, et on a fait une fête de dingue après avec lui. Donc voilà, ce sont des moments auxquels on pense et qu'on n'oubliera jamais parce que c'est difficile, on est crevé, on est claqué, on dort 2 heures à tout casser pendant une semaine. On est vraiment vidé, mais voilà, on a cette satisfaction-là, et on a aussi le public qui revient d'année en année, plus certaines années que d'autres, mais ça, il y a des conditions, des paramètres extérieurs qui font que les gens viennent ou ne viennent pas. Mais voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement agréable à faire, difficile, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Nous aussi, ça fait 10 ans qu'on commence à rentrer dans une certaine routine. On peut anticiper certaines choses qui arrivent, mais toutes ces choses-là ne vont jamais arriver 2 semaines avant le festival, sachez-le bien. Elles vont arriver 2 heures avant l'ouverture des portes, elles vont arriver une demi-heure avant que l'artiste monte sur scène. Ça, je pense que chez tout le monde c'est comme ça. La petite merde qui doit arriver, elle va arriver, vous n'y attendez pas, vous n'y êtes pas préparé, mais il faut faire face, parce qu'il y a 2000 personnes qui sont devant vous et qui attendent que l'artiste monte sur scène, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Il faut gérer. Merci de votre attention. Voilà, au contraire des 2 autres festivals, nous les Francophonies de Spa, hélas on n'a pas de PowerPoint, mais on a un stagiaire qui va s'atteler à la chose pour l'année prochaine. Donc voilà, on a Vincent Monville, je représente les Francophonies de Spa. Donc nous, on a aussi fêté l'anniversaire, les 20 ans. On a eu la chance de connaître les belles années. Voilà, on a eu la chance de connaître les belles années. On est né d'une fusion de 2 personnes qui, dans la région de Spa, organisaient chacune de leur côté différentes manifestations. C'est-à-dire Georges Stephens sur le côté de Magnétis Tableau, qui est une boîte de communication qui a bien grandi, qui s'appelle Impact Diffusion, qui gère entre autres aussi les fêtes de Wallonie, le festival d'hiver à Bruxelles et compagnie. Et Charles Gardier qui débutait en politique à Spa et qui, lui, était déçu de ne pas avoir contribué au succès du festival de la chanson française qui existait à Spa dans les années 80. Donc un jour, ces 2 personnes se sont rencontrées très très tardivement dans la nuit, en compagnie d'un autre joyeux Guéburon qui était Pierre Absat. Et puis ils ont commencé à discuter, à refaire le monde, et puis l'idée de créer quelque chose en commun sur Spa est apparue, ils ont développé la chose et ils ont créé les Francophonies de Spa. Donc au début, on a commencé aussi, comme les autres festivals, modestement, et puis on a eu la chance d'être très vite reconnu comme un festival très convivial, où les gens s'amusaient, où les partenaires avaient envie d'inviter leurs clients, et donc le succès avait démarré. Et au fil du temps, on a connu plus de 10 ans de bonnes francophonies avec des rentrées financières et autres. Donc on a dit que l'argent n'était pas important, mais nous, ça nous a permis d'engager, on est aussi la SBL, c'est la SBL Belgomania, mais au contraire du Festival de Stumont et du Belzic, on a des employés. Donc on est 4 à travailler à temps plein toute l'année pour les Francophonies de Spa. J'ai une collègue comptable, j'ai un collègue directeur financier, j'ai une collègue qui s'occupe du secrétariat, et moi j'ai en charge les dossiers de tout ce qui est hébergement lors du festival, la logistique et l'affichage. Les autres qui nous aident, bien entendu, on a nos 2 directeurs, Charles Gardier et Georges Stephens, et les autres, c'est des conventionnés. Donc, ils ont une convention avec les Francophonies de Spa pour organiser et mettre en place, par exemple, la gestion des bénévoles, la sécurité, le catering, et là, il y a bien une 20aine de responsables. Donc, c'est déjà pas mal. En dessous de ça, on a parlé, Pierre-Laurent l'a dit, il y a tous les bénévoles, tous les amoureux du festival qui viennent nous donner un petit coup de main. Donc au Belzic, ils ont droit à un t-shirt, au Francophonies de Spa, où on a connu les belles années, on leur donne encore un petit défraiement et on les nourrit. Donc ils ont 25 € la journée, ils assistent au concert et tout. Mais on a parlé de l'argent, du nerf de la guerre, ça c'était, je vous dis, les belles années. Donc aujourd'hui, on a annoncé clairement dans la presse régionale et sur différentes radios que les Francophonies de Spa avaient perdu 300 000 € l'année passée. En plus de ça, on annonce aussi la perte d'un partenaire qui est Spadel, Spa Monopole, qui nous fournissait de l'argent, des boissons et compagnie. Donc voilà, les temps sont durs. Comme
Pierre-Laurent l'a dit, il faut maintenant qu'on réétudie un petit peu tout et qu'on se remette en question et qu'on revoie les choses afin que perdurent ces différents festivals. Donc c'est un combat au quotidien, mais plus que jamais, et c'est vraiment le combat. On va vraiment essayer de faire des économies et en même temps, vu qu'on va fêter les 20 ans, vous apporter toujours cette diversité, cette joie d'être là, cette convivialité. Donc voilà, le travail ne manque pas, on s'y attelle pour l'instant et on est en train d'essayer de constituer une belle affiche. Même si là aussi c'est pas facile parce que tous les artistes ne tournent pas. En été, ils aiment bien prendre des congés. Donc souvent, nous, à Sport, on a le reproche comme quoi c'est souvent les mêmes artistes, mais on a aussi cette spécificité d'être un festival de chansons françaises. Donc ceux qui font un petit peu de l'international, c'est facile, ils peuvent aller chercher des groupes anglais, allemands et compagnie. Nous, souvent, on est coltinés, le Canada, les Suisses, la France, la Belgique, mais on y arrive, quoi. Donc, ils vous ont présenté des chiffres, je veux un peu vous en parler aussi. Bon, nous, 20 ans, donc, bien entendu, ces chiffres-là sont encore tout à fait différents et bien supérieurs. Donc ici, on parle d'un taux de fréquentation, nous, sur les 4-5 jours du festival, de plus de 160 000 personnes dans le centre de Spa. Donc c'est quand même pas mal. 80 000 spectateurs dans le village francophone. Je suppose que certains d'entre vous sont déjà venus. C'est là où la plupart des gens se retrouvent, c'est là un peu où il y a l'affiche jeune et où on peut voir différentes choses sur les 3 scènes qui se trouvent dans cet espace. Alors 36 000 spectateurs sur la place de l'Hôtel de Ville, ça c'est notre grand site, c'est là où on reçoit des artistes de grande renommée. Patricia Piaz sont venus, Johnny Hallyday, Obispo, Gallo, enfin je vous les citerai pas tous, vous pouvez plus ou moins les connaître. Alors on accueille plus de 500 journalistes. Ça, c'est pas mal. On est aussi dans la région le 2e événement, point de vue, logement après les Formule 1. Moi qui gère cet aspect-là, je loge des gens jusqu'au Crown Plaza. Tous les hôtels de Spa sont pris par les techniciens, les VP, les artistes. Verviers, on a l'hôtel Verviers. On travaille aussi avec l'hôtel qui est à Francorchamps. Et maintenant, on a pas assez, donc on vient jusque Liège dans ce magnifique hôtel qui est le Crown Plaza. Comme on l'a dit, un artiste, ça ne vient pas tout seul, ça vient souvent, celui qui est venu avec la plus grosse troupe, je m'en souviens, c'était Garou. Donc là, il fallait 38 chants singles. Et c'était un de mes souvenirs marquants aussi, on parlait d'anecdotes, c'était la première année que je travaillais au Francophonie. Et alors la demande avait été faite par l'agence française qui gérait Garou, c'était Coudier, qui gère à l'heure actuelle Johnny Hallyday aussi. Et alors, vu qu'ils étaient entraînés, ils m'avaient demandé un endroit calme. Moi, je débutais, je me suis dit, oh, domaine de Haute-Fagne, au Vifa, c'est tranquille, il n'y a personne, ils ne vont pas être embêtés, il y a une petite piscine, ils vont être très bien. J'envoie les références internet avec le site. Chez Coudier, en France, on dit, oh, parfait, ils vont être vraiment super bien, tous les Canadiens et Garou, ils vont pouvoir se reposer. On va prendre une nuit supplémentaire, ça a l'air tellement bien qu'ils ne tombent pas le lendemain, ils vont rester 2 jours. Et puis le jour fatidique arrive, ils arrivent tous avec leur tourbus devant l'hôtel, et puis c'est quoi ici? C'est la Corbousse, il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant, et où est-ce qu'on va sortir? Donc ils ont tout annulé. 38 chambres x 2, il a fallu les recaser alors que tous les hôtels étaient complets. Donc vous voyez, mon manque de cheveux, il vient de là, c'est un gros stress. Et ça, ce genre d'anecdote, ben, on en a chaque année. Quoi. Moi, ma fonction, c'est régisseur technicien de spectacle. Et on est là pour essayer de résoudre ces problèmes, même si toujours c'est pas évident, ben, c'est un métier varié, on aime bien, on essaie de faire vraiment ce possible pour que ce ne soit pas remarqué, ces petits problèmes ou ces défauts techniques et compagnie par les festivaliers. On essaie vraiment que les festivaliers passent un bon festival. Donc les bénévoles, on en a parlé, très très important, sans eux, ben, aucun festival ne subside, enfin, perdurerait. C'est vraiment des gens sur qui on peut compter. Maintenant, au Francophonie de Sport, on a une équipe, chaque année, ils nous recommandent le mandat pour être avec nous. Ils font un super boulot, c'est tous des passionnés, et je crois qu'ils vivent un très bon festival parce qu'ils voient aussi des à côté l'arrière du festival, ce que tout le monde ne voit pas. Donc on a 200 collaborateurs qui sont occupés aussi à des postes clés, c'est-à-dire les gens qui s'occupent
les gens qui s'occupent de la propreté, les gens qui s'occupent de la sécurité. Donc ça, c'est pas mal. Donc nous aussi, on a grandi donc 3 sites de festival, le village francophone, le casino où il y a le petit théâtre, le salon bleu et la grande salle, mais qui est maintenant utilisé par tous nos invités, les VIP. Très important les VIP, il faut toujours bien les recevoir parce que c'est eux qui contribuent aussi au succès du festival. Donc 12 bars en folie, c'est un peu ce qui se fait aussi au Belzic Festival, c'est-à-dire qu'on reçoit des groupes prometteurs. Et là, on les produit dans des bars qui sont dans le centre de Spa et le public peut aller les voir tout à fait gratuitement. Donc ça, c'est un plus. Et là aussi, on a énormément de demandes. On ne sait pas recevoir non plus tous les groupes. On essaie de faire les pré-écoutes et de choisir les meilleurs afin de leur donner la chance d'être vus par le maximum de gens durant le festival. On a aussi un concours durant les francophonies, c'est le Francof. Alors ce concours-là s'est étoffé au fil du temps aussi. Au début, on leur offrait une prestation l'année suivante. Maintenant, on leur offre en plus les francophonies de La Rochelle, les francophonies du Québec. On leur offre l'enregistrement d'un album. Donc là aussi, tout le monde se bat afin de venir participer à ce concours. Je crois que l'essentiel a été dit par mes 2 amis et collègues. Sauf que nous, voilà, on a un peu plus pris de la bouteille. On est bien installé, mais je vous l'ai dit au début de mon intervention, les années ne sont pas faciles et on doit vraiment faire très attention. On doit essayer de vous offrir un spectacle des plus magiques et des plus beaux, en respectant un prix, parce que si nous on connaît les problèmes d'argent, je crois que tout le monde en connaît, donc ça se répertorie aussi sur les jeunes qui ne savent plus se permettre de faire et le Belzic, et les Ardentes, et Werther, et Dour, et ceci et cela. Donc il y a des choix à faire. Il y a 10 ans, on pouvait tout se permettre. Hélas, maintenant, on se serre un peu la ceinture. Donc voilà, l'année prochaine, je serai équipé de beaux PowerPoint. Le travail qui sera fait par mon stagiaire. Donc je vous invite tous aussi à venir lors des francophonies cette année. On va réserver une très belle affiche. On travaille toujours aussi. Mais là aussi, les artistes qui vendent de moins en moins de disques qui, on l'a dit, demandent de plus en plus cher. Donc on a parlé de 100 000, 150 000 euros. Je vais vous prendre l'exemple de David Guetta, qu'on aurait bien voulu faire pour... donc on a des connaissances, on l'a déjà fait, on essaye d'être très gentil avec lui, cacher 250 000 euros. Sans compter l'avion qui vient des États-Unis, sans compter l'hébergement. Donc vous voyez, on est aussi limité par des sites qui peuvent accueillir notre plus grand site que 8 000 9 000 personnes. Donc on ne peut pas se permettre, sauf si maintenant la ville d'État est gentille avec nous et elle descend à 150 000. Mais c'est mal parti. Voilà, après je serai là pour répondre à vos questions. Merci. Et voilà. Voilà, ça fait plus ou moins 1 heure. On va faire une pause de 10-12 minutes. D'accord, le temps de se souffler un petit peu, vu qu'il y a une fois 1 heure. Donc on va vous laisser, donc si vous voulez aller aux toilettes, etc., donc ne traînez pas non plus dans les couloirs, etc., vous ne pouvez pas ouvrir et fermer la porte tout le temps. Ensuite, ce sera à vous. Donc si vous avez des questions, profitez-en, autant la partie tourisme, événementiel que logistique, donc allez-y. Ils sont là pour ça, aussi pour accueillir vos questions. Donc j'espère que le 4e intervenant, je vais essayer de lui sonner, pour voir où il est en bas, ou s'il est retenu, ou s'il est là-bas. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans 12 minutes maximum. Oui. Donc c'est une séance de questions-réponses, donc c'est assez libre, allez-y, profitez-en, posez vos questions si vous en avez, ils sont là pour y répondre, donc ça peut aller dans tous les sens, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Juste une petite annonce, donc je viens d'avoir M. Arnaud Delven, donc il y a 2 minutes au téléphone, c'était notre intervenant. Il s'excuse, il ne pourra pas être présent aujourd'hui parce que hier soir, il y avait un client où il a dû monter un chantier, et il me disait, voilà, il est 3h moins 15, donc j'ai eu à 5 minutes, donc il est 3h moins 20, il dit, je n'ai même pas eu le temps de manger. Il est encore sur chantier en train de monter son truc au niveau logistique. Donc voilà, par contre, il a promis à la logistique de venir au mois de février, et de venir expressément pour vous. Maintenant, il a dit, s'il y a des étudiants en tourisme qui viennent à ce moment-là, et je viens expliquer comment
au montage de scène, de sonorisation, etc. Voilà, il dit où je suis prêt aussi. Mais voilà, à charge de revanche, il viendra expressément pour les étudiants en tourisme. Il m'a même dit qu'il avait même une place pour un stagiaire. Un stagiaire en logistique pour qui s'intéresse. Donc voilà, c'est tout frais, tout neuf, il y a 5 minutes. Voilà, ben je vais recéder la parole aux 3 intervenants et n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, la parole est à eux et la parole est à vous aussi. Merci. Un, deux. Oui. Non, oui. Avec oui, bonjour. On entend. Donc je suis étudiant en deuxième tourisme et j'aurais en fait des sponsors, mais j'aurais voulu savoir un peu comment est-ce que vous faites pour justement aller chez par exemple une Frolay et leur dire bonjour, je suis d'un nouveau événement que j'ai créé du PET et on aimerait bien avoir de l'argent pour financer mon festival. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais répondre parce que j'ai 2 casquettes, donc Wave for Life et les Belgique Festival. C'est clair qu'une entreprise comme la Loterie Nationale reçoit beaucoup de dossiers de sponsoring et de subsides comme ceux-là, comme les Franco, comme les Saumon et comme le Belgique. Donc on reçoit un dossier qui présente l'événement. Pour l'organisateur, je vais plutôt me mettre à votre place de peut-être futur organisateur d'événements comme celui-là, et vous présenter un dossier qui explique ce que vous organisez, quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition du partenaire éventuel que vous sollicitez. Et donc en fonction de ce dossier-là, et vous demandez une somme, voilà, je demande 5 000 euros, 10 000 euros, 70 000 euros, 100 000 euros, en fonction de la taille de votre événement. Et alors là, c'est envoyé au service sponsoring de la Loterie Nationale, qui va analyser le dossier et qui va dire si c'est du cinéma, on va mettre la marque Euromillion, si c'est musical, ce sera Win for Life, si c'est sportif, ce sera Loto. Ça, c'est la logique Loterie Nationale qui ventile ses marques en fonction des événements. Pour le cas musical, c'est forcément Win for Life. Et donc, voilà, on analysera et on soutiendra en concurrence de ce que la loterie jugera nécessaire, de la place qu'elle pourra avoir pour mettre sa visibilité sur le site, sur les affiches, sur la campagne média, s'il y a une campagne média, du nombre de places que l'organisateur pourra mettre à disposition. Donc, tout ça sont des facteurs qui varient d'un événement à un autre, de la taille d'un événement par rapport à un autre, et le montant de l'aide et du sponsoring dépendra de tous ces paramètres. Mais au départ, tout part d'un dossier envoyé par courrier, une belle petite femme qui présente l'événement, et avec ça c'est le point de départ. Après, il y a si le dossier est plus ou moins reçu, accepté, il y a des contacts téléphoniques entre la loterie et les organisateurs pour moduler certaines choses et préciser certaines choses avant de faire une convention en bonne et due forme qui lie les deux parties pour un partenariat pour cet événement en question. Voilà, en fait, voilà, je suis deuxième en logistique et transport et je voulais savoir sur quelle base, sur quels critères vous basez pour négocier avec les artistes. Par exemple, si vous avez un artiste qui vous demande autant et que ça ne vous convient pas, comment vous négociez avec, en fait, si c'est pas trop indiscret? Au départ, on lit leurs conditions. En général, tous les artistes ont une espèce de contrat type, et puis on étudie le lieu où va se produire l'artiste. C'est souvent en fonction de ça et de la capacité de ce lieu-là qu'on va pouvoir. Voilà, je parlais tantôt de David Guetta à 250 000 euros. Nous, notre plus grand site, il a une capacité à la vente de 8 000 places maximum.
Donc là, on se dit, on va devoir demander un prix beaucoup trop élevé que pour pouvoir rentrer dans nos frais. Parce qu'en plus du cachet artistique, il faut payer les techniciens, il faut payer la sono, il faut payer la sécurité, tout. Donc c'est ça qui... Il y a aussi le facteur de vente ou pas vente et de succès de l'artiste. Il y a des artistes ici qui vendent beaucoup moins de disques et qui ont envie de continuer à tourner. Donc, le cachet va diminuer. Par contre, ils viennent de sortir un album qui est numéro 1 partout. Ben, ici, le festival qui veut m'avoir, ben, il va devoir allonger un peu plus. Il y a aussi l'exclusivité. Hein, on parle beaucoup de festivals ici dans la région. Soit on partage l'artiste qui va faire le Belgique ou Dour ou les Ardentes et Spa, soit on l'aura comme on a fait avec Francis Cabrel il y a 2 ans ou 3 ans. Il ne vient que chez nous, donc on sait qu'on va attirer un maximum de gens qui vont venir là, et là le cachet est supérieur aussi. Ça va? Et par rapport aux petits artistes, c'est vous qui fixez le budget enfin, je veux dire, vu qu'eux ils ne sont pas connus, je ne sais pas s'ils peuvent se permettre. C'est dans les deux sens. Oui, soit on leur fait une proposition, vous venez jouer chez nous, on a un cachet d'autant, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, soit à ce moment-là, ils peuvent aussi nous dire oui, mais on vient du sud de la France, donc on aimerait bien avec les trajets, c'est une négociation entre l'organisateur et le coach. Et il ne faut pas perdre de vue que le prix, le cachet de l'artiste, on va dire 20 000 €, vous allez certes payer 20 000 €, mais vous allez payer plus. Bien souvent, une fois sur 3, une fois sur 4, l'artiste vient sans ses instruments. Vous devez louer le piano, vous devez louer les choses parce qu'ils viennent, c'est peut-être des plus petits groupes, ils n'ont pas de tourbus, ils n'ont pas 2 semi-morts qui suivent comme les plus gros, donc il faut louer. Ça nous est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, peut-être aussi. Il y a les hôtels, il y a forcément les musiciens, mais il y a aussi l'éclairagiste, le gars qui fait la régie son, la nounou, le régisseur, voilà. Donc c'est toute une série de contraintes financières qui arrivent en plus le cachet. Il y a aussi le fait, ça que je voulais compléter d'abord, c'est par exemple, je prends l'exemple de Peggy qui vient au Belgique Festival cette année. Peggy ne voulait pas venir au Belgique cette année. Ils ont fait il y a 2 ans un concert de dingue, mais ils ne voulaient pas faire ce genre de salle-là. Donc au départ, c'est clair que nous, c'était notre première idée, c'était de les signer. Au niveau du prix, on aurait pu très vite s'entendre, mais eux, leur volonté artistique n'était pas de faire un truc comme le Belgique. Il a fallu qu'on ait un désistement, on a été les revoir, leur reposer la question, rediscuter avec eux sur l'aspect artistique, et finalement, on a réussi à trouver d'accord, ça n'a pas augmenté le prix, mais voilà, c'est juste une volonté aussi artistique de se dire, je fais un festival outdoor devant 9000 personnes, je fais une petite salle intime de 1500 personnes. Si vous suivez un peu ce que fait Indochine pour l'instant, ici ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire le Cirque Royal, alors que personne n'y s'attendait, alors qu'ils vont aller crescendo dans les salles qu'ils vont occuper. Ça va aller de la petite salle du Cirque Royal à des stades de France dans 2 ans. Donc ça, il y a aussi une volonté artistique de l'artiste qui souhaite venir ou pas dans votre événement. C'est vrai qu'en été, c'était pour les 15 ans des Franco, on a essayé de vendre un maximum et normalement on a des impératifs qui sont faits par la police, les pompiers et qui viennent jauger et nous dire voilà, vous pouvez vendre autant de places, la capacité maximum est d'autant, mais vous devez prévoir autant de sorties de secours, enfin tout ça est bien étudié à l'avance. Et c'est vrai que pour le 15e, on avait une superbe affiche, on s'est dit on va essayer de donner le moins possible à nos partenaires et vendre beaucoup. Et on nous l'a reproché parce que la convivialité était un petit peu perdue, les familles ne s'y retrouvaient plus, on n'osait plus lâcher ses enfants, pour aller au bar il fallait 20 minutes, et donc là on a fait marche arrière. Mais tout ça est normalement bien étudié à l'avance et on ne peut pas exagérer et aller au-delà des capacités qui sont imposées par des services de sécurité et compagnie. Nous, c'est le point de
départ. Parce que nous, c'est l'avis des pompiers. Comme on est sur un site fermé, en île d'or, il n'y a pas énormément de sorties de secours. En tout cas, il y a des endroits où on ne peut pas mettre de bar parce qu'il y a une sortie de secours. Donc, on est vraiment tributaire de ça et on est limité à 2000 places assises et 2500 places debout. Donc, ça conditionne tout le reste. Parce qu'on est vraiment limité à cause de cet espace fermé. Ce sont ces contraintes-là qui déterminent à la base le nombre de personnes qui peuvent être présentes. On n'est pas à 50 près, mais bon. Nous, c'est pas les pompiers, c'est la police. Donc, un chapiteau, il faut savoir qu'un chapiteau, ça se calcule au mètre carré. Donc, forcément, si le chapiteau fait 500 mètres carrés, on va décider qu'on met 3 personnes au mètre carré debout ou 2 assis. Et donc, si on fait un spectacle assis de 500 mètres carrés, vous pouvez prendre maximum 1000 places. Voilà. C'est simplement notre facile. Oui. Je suis professeur de logistique, donc ma question ça vous orienter sur les aspects techniques et de flux. Vous avez souligné tout à l'heure justement qu'il arrive à un moment donné où une présence trop importante d'actes de spectateurs peut nuire finalement à la qualité du spectacle. Ma question c'est la suivante, c'est comment est-ce que vous déterminez quels sont les critères qu'il faut pouvoir respecter de manière à ce qu'un spectacle soit vraiment réussi par rapport au Il y a plusieurs choses. Il y a aussi, cet aspect-là intervient aussi dans les demandes des artistes. Je parlais tout à l'heure de Calogero, dont le management a exigé que le public soit assis. Du coup, nous, on vend 500 places de moins. Manque à gagner. Et c'était d'autant plus difficile qu'après 3 notes, tout le monde était debout. Et tout le monde est resté debout pendant 2 heures. Là, je veux dire que c'est dit. Bon. Bref, mais ça, c'est du contrat imposé par l'artiste. Il faut le faire. À partir de quand et comment on décide que c'est quelque chose qui va bien se passer, on va être bien, le flux va être convivial. Je pense qu'un bon paramètre, c'est la durée d'attente au bar. Franchement, c'est quelque chose que nous, en tout cas, on a pu vérifier. Jusque l'année passée, on avait fait 2 bars qui se faisaient face. Et personne n'a jamais attendu pour avoir un verre. Et ça, c'est un bon indicateur. Et les gens, c'est vrai que devant la scène, c'est plein, mais quand on recule un peu, forcément, c'est pas un site qui fait 100 km² et c'est clair. Et on voit bien, partout où on se trouve, on voit bien. Mais on voit aussi que les gens n'attendent pas trop longtemps au bar, peuvent continuer à parler encore. Mais ça, c'est propre au site de notre festival. Je pense que ça se passe un peu différemment ailleurs. Les contraintes à ce niveau-là sont peut-être différentes. Mais nous, ce sont ces choses-là auxquelles on fait très attention. Et c'est vrai que j'ai dans la présentation que c'est un festival convivial et familial parce que voilà, ce sont des retours qu'on a eus et on veut maintenir cet aspect-là des choses. On pourrait forcément vendre 300, 400 places de plus. Évidemment que tout le monde, ces 400 personnes pourraient venir, tout le monde ferait comme ça, attendre une demi-heure pour avoir une bière, et là on perd tout le charme et on perd toute la convivialité de l'événement qui est vraiment notre moteur. Je crois qu'il y a vraiment un aspect important aussi qui est l'artiste. Donc on peut avoir toutes les conditions, une logistique bien préparée, on est bien, on va facilement au bar. Je crois vraiment que certains artistes comprennent bien la logique du festival et viennent pour faire le festival fête, viennent pour faire une fête. Certains artistes viennent délivrer leur album pour faire la promotion de cet album. Si cet album est très intimiste, par exemple, ça va pas marcher. Surtout en Belgique, surtout en province de Liège où on a envie de s'amuser. Et vous allez avoir à certains moments des concerts où vous entendez plus le public qui se raconte et qu'est-ce que tu fais ces vacances-ci au bar que l'artiste chanter. Ça, c'est quand même quelque chose que les jeunes artistes surtout doivent prendre compte de quoi les jeunes artistes, dont les jeunes artistes, voilà, doivent prendre conscience. Ce qu'on fait aussi, c'est une visite technique à plusieurs sur le site et on essaie de ne plus encombrer non plus. On a eu pendant des années tendance à vouloir mettre de plus en plus sur les sites, c'est-à-dire des petites cabanes pour la vente de ceintures ou monnaies, machin, trucs. Voilà, donc on encombrait. Donc ici, on a délimité des couloirs d'accessibilité et des endroits de dégagement. Donc je prends comme exemple le village francophone, on a drastiquement diminuer tout ce qui était chargé d'exposants et tout, et créer des espaces où les gens peuvent, à la limite, début d'après-midi, se coucher entre amis et prendre un verre, quoi.
Donc on a essayé de plus encombrer. Il reste les bars, il reste bien effectivement quelques exposants, mais on a élargi tous les couloirs de dégagement, d'évacuation, et donc on rend plus convivial, et on a aussi diminué, comme on l'a dit, la vente de tickets. Mais là, il faut essayer d'en attraper ailleurs, parce que l'air de la guerre c'est l'argent, et donc tous ces petits profondément à l'avance pour essayer de faire au mieux. C'est totalement essentiel. C'est vraiment fondamental. Nous, on a eu 2 fois le cas, c'est pas Calogero, il est arrivé juste limite. Donc, voilà, c'était 2 autres groupes qui ont dû annuler 1-2 jours avant. Là, clairement, dans les contrats, il y a des clauses de remboursement. L'artiste rembourse ce qu'il a perçu, ou alors un autre arrangement. Comme il y a un groupe qui vient cette année, qui a dû annuler, un des deux qui a dû annuler il y a 2 ans, il vient cette année. On peut trouver un arrangement entre amis. Ok, tu gardes ton argent, mais tu me promets que dans les 2 ans, tu viens. C'est ce qui se passe. Donc voilà, ça sont des choses qui sont peut-être pas écrites, mais en tout cas, par rapport au remboursement, le remboursement a été écrit, qu'il y a un problème qui arrive, ce sont des clauses qui sont prévues, bien entendu. Pour le reste, oui, par rapport au public. Parce que le public, forcément, a payé pour voir un artiste. Pour des raisons XY, l'artiste ne peut pas venir. L'organisateur doit l'annoncer. Il y a 2 ans, quand on a annoncé que le groupe, c'est Lismet, qui n'a pas pu venir pour un drame familial interne au groupe, on l'a annoncé clairement et on a dit, ben voilà, il est 18h, ils doivent jouer à 20h. Ceux qui le souhaitent, jusqu'à 20h, pour se faire rembourser leur place. Après 20h, on ferme, c'est plus possible de pouvoir se faire rembourser, on a eu 3 personnes. Il y avait 2000 personnes dans la salle. Voilà, donc on a aussi, nous, voulu être très honnêtes par rapport au public. C'est Chagardier qui est monté sur scène et qui a dit voilà ce qui se passe, Lismet ne va pas jouer pour telle et telle raison. On comprend, il y a un autre groupe qui va le remplacer, qui n'a pas la renommée de Lismet. Mais voilà, vous avez 2 heures pour vous faire rembourser. Donc ça, le public a vraiment apprécié. Sur les 2000 personnes, on a eu 3. Donc voilà, qui venaient vraiment pour ça et qui ne voulaient pas rester voir le reste. Mais bon, 3 sur 2000, je pense qu'on a vraiment bien fait d'être aussi très clair. Donc c'est très important aussi, et ça c'est comme dans tout, ne jamais rien, voilà, être très honnête et dire clairement les choses, comment elles se passent. Ça facilite, surtout quand on est dans une relation public-organisateur. Voilà, il faut un maximum d'être le plus transparent possible. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout raconter, mais en tout cas, dans le lien qui soit financier, musical, avec le public, il faut être un maximum transparent. Et bien sûr, qu'en amont, en termes de contrat, tout est prévu dans les contrats. Je suppose que dans le cadre du libellé justement des contrats, vous faites appel à des conseillers juridiques. Les contrats sont tellement, tellement closes de dire que. Oui, c'est pas nous qui les faisons, heureusement. En fait, c'est les majors, c'est les maisons de disques qui envoient les contrats type, comme Vincent parlait tout à l'heure. Et tout, enfin, je vous dis les artistes. Ah, donc ce sont les contrats des artistes. Ah oui. Pas les vôtres, ce sont les contrats des Alors, artistes. c'est des. Voilà. Ils demandent d'assurer leur matériel. Oui, les amendements sont possibles. Il y a une négociation qui peut arriver. Bien sûr, on part, parce que ça envoie à tout le monde. C'est les majors qui font les contrats, c'est même pas l'artiste, c'est même pas Calogero qui fait son contrat lui-même. À un moment donné, il va checker, mais c'est la major qui fait ça, voilà. Toi, tu représentes autant, mais voilà, quand tu vas jouer,
tu sois tout seul avec ton orchestre, tu as droit à tout ça. Voilà, toutes les clauses sont là. Oui, c'est. On a une personne qui s'occupe de ça, tout le temps, qui a une formation de juriste et qui s'occupe de ça. Vous avez posé une question, mais là, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, parce que moi, j'en ai aucune idée non plus. Je sais qu'en ce qui concerne le cinéma, il y a la possibilité, lorsqu'on fait du sponsoring, pour les entreprises qui souhaitent sponsoriser de payer du cinéma. Donc, c'est pour permettre la promotion du cinéma belge. Est-ce que c'est le cas aussi dans le cas où ce n'est pas le cas? Ça pourrait être une solution à en discuter avec les politiques pour essayer de changer. Que le législateur s'en charge. Je pense que même le tax shelter a été tout doucement. Si j'ai trois compétences indispensables, un bon coordinateur d'éléments comme ceux que vous avez ici, quelles seraient ces trois compétences? Rigoureux, sérieux et rigoureux. Préventif. J'étudie les contrats et par exemple quand j'ai une mise en place à faire, des fois je me lève la nuit parce que j'ai oublié quelque chose, je vais le renoter sur le papier. Tout est préparé à l'avance. Je préfère faire plus que trop peu. Et ça évite beaucoup d'ennuis. Vous avez bien étudié la manifestation avant, vous avez dit, là, je ferme les yeux comme si j'étais nous, un spectateur, et que j'allais quelque part. Qu'est-ce qui serait bien, voilà. Il faut vraiment étudier, tout préparer, et alors là, je le dis moi-même parce que j'enseigne à l'IFA, PME, régisseur technicien de spectacle. Si la chose est super bien préparée, vous allez vous éviter pas mal d'ennuis. Rigueur, anticipation et disponibilité. Je pense que c'est trois choses assez essentielles et très complémentaires. Je vous ai posé cette question parce qu'il y a le mois de décembre, ici, le directeur logistique de Spa-Francorchamps. Et je retrouve certaines similitudes aussi entre des éléments qui sont l'un sportif et l'autre scénique, mais c'est vrai que une organisation, c'est une organisation. Qu'on fasse une course de voiture, qu'on fasse un concert, qu'on fasse une pièce de théâtre. Voilà, c'est un accueil de public, de VIP aussi, de billetterie, de promotion, de campagne média, d'installation, que ce soit de tribunes, de scènes ou autre. Voilà, ce sont des postes qui se retrouvent dans toutes ces organisations, même si le vecteur est différent. Ça, c'est tout à fait vrai que quelle que soit votre préparation préalable, vous allez quand même avoir des conflits, c'est certain, il va y avoir des problèmes. Donc autant en avoir éliminé 95% et de traiter les 5 trimestres qui sont déjà largement suffisants. Et la logistique est devenue une des matières les plus importantes au niveau de l'organisation de manifestations. Je crois qu'avant, il n'y avait pas ce genre de formation, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas issu et je n'étais pas destiné à travailler à la logistique des francophonies de Spa. J'ai été avant employé au ministère de la Défense nationale. J'ai fait un remplacement pendant 6 mois aux francophonies, alors qu'avant, j'étais de l'autre côté, plutôt le festivalier avec les bières, à faire la fête parmi mes amis. Et puis j'y ai pris goût. C'est aussi une vocation qui est venue comme ça. Et puis j'ai soumis quelques idées, je me suis intéressé à la chose. J'ai été d'abord engagé aux francophonies, puis après je me suis dit, il n'existe pas de formation qui va encore. J'ai trouvé la formation de régisseur technicien de spectacle. J'ai fait cette formation-là et je m'intéresse encore tous les jours à tout ce qui se fait, et tout ce qui a trait à la logistique, quoi. Mais je crois que si vous êtes rigoureux et passionné dans votre travail, ça peut vous ouvrir pas mal de portes. Est-ce que c'est possible de réaborder avec uniquement la fonction d'organisateur d'événements? Parce que vous avez beaucoup d'entre vous ont d'autres fonctions à côté. Je veux dire, le métier principal est beaucoup de conservation par envie, parce qu'ils sont pas là au service SBL. Est-ce que c'est vraiment parler d'un métier à part entière, ou alors est-ce que c'est vraiment assez select et c'est juste quelques postes où ça donne pas vous? Moi j'en vis, c'est mon emploi à temps plein, donc je suis engagé par SBL Belgomania et Francophonie. Donc outre le festival, on a 2-3 fois l'année des sessions où on accueille des artistes à Spa, c'est moins connu, c'est une espèce de ministère académie, donc on est subsidié par la communauté française, on donne cours d'expression scénique, de chant et compagnie.
suis payé, c'est mon emploi, donc je vis de ça. Et j'ai des directeurs qui font en sorte que 4 personnes au sein de la SBL, ce soit leur métier. Donc ils essayent de faire au mieux. Et on a dit, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on essaye quand même d'en avoir pour pouvoir acheter, louer un entrepôt, acheter des bureaux et faire en sorte que les employés soient bien. Maintenant, j'ai en plus de cet emploi-là un registre de commerce, une activité complémentaire, parce que je suis passionné de ça. Donc, quand le Belzec, quand ils l'ont créé, j'ai été donné un petit coup de main. J'ai été donné un petit coup de main à Stoumont une fois. Donc, c'est. Voilà. Mais moi, j'en envie. Donc, il y a possibilité. Je pense que tout dépend évidemment du budget de l'emploi de la manifestation. Au festival, je dis c'est un budget maximum de 40 000 € cette année. Si on gagnait même 40 000 €, ce n'est pas un temps plein, c'est pas suffisant pour vivre pour payer un temps plein. Donc c'est vraiment une question, un, de lenteur et deux, de réussite de l'événement. Oui, bah, pareil pour nous, on n'est pas assez grand pour pouvoir payer les gens. Voilà, on fait appel aux compétences des uns et des autres pour pouvoir monter ce festival. Et je ne pense pas que vers l'avenir, on se dirige vers l'engagement de personnes en temps plein. Maintenant, on verra bien, mais ça pourrait éventuellement se justifier un mi-temps ou une personne chez nous, mais pour l'instant, on arrive à faire 100. Donc, très peu d'organisés. Quand on prend les gros festivals en Belgique, à part, oui, des gens comme ça qui sont, oui, il y a quelques personnes qui travaillent toute l'année, mais c'est pas, voilà, c'est très peu, quoi. Allez, 15 personnes ou 20 personnes sur l'ensemble du pays. Alors que les festivals et les manifestations, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Les autres sont plus dans des boîtes de communication ou événementielles qui ne font pas que des festivals de chansons. Il y a encore d'autres questions? Oui. Oui, moi je me demandais si par exemple vous vous trouvez face à une situation comme ils ont eu au Québec avec une tempête assez violente, comment vous pouvez gérer la situation et savoir si vous remboursez les parties d'entrée du festival, Oui, ça c'est le truc que je souhaite ça à personne. Mais vraiment à personne, malheureusement, c'est arrivé et je pense qu'il y a. Là, c'est même plus un problème, c'est un drame. On dépasse l'aspect logistique, c'est un drame humain et il y a tout l'aspect émotionnel qui ne prend pas sur la situation et donc on ne réfléchit pas de la même manière. C'est pas deux colonnes à V, non, c'est pas ça, il y a une vie, c'est quand même autre chose. Donc, n'ayant jamais vécu, voire ne jamais vivre cette situation-là, je ne sais pas comment on peut réagir face à cela, et ça dépend tellement d'autres paramètres que, à mon avis, ça me paraît compliqué à pouvoir donner une réponse aussi claire que la question. Oui, mais il faut aussi savoir qu'on est quand même contrôlé pour tout ce qu'on fait. Quand on monte une scène, on a un organisme agréé qui vient voir si on a bien fait. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas non plus mettre le double de personnes au niveau du village francophone. Si ça arrivait, on a parlé au 15e anniversaire, que les gens étaient un peu serrés, on ne peut pas aller au-delà des capacités qui nous sont imposées. Donc je crois que pour que le peuple a respecté aussi toutes ces directives-là, je crois qu'ils n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit. C'est un peu la fatalité, et voilà, c'est triste. Je crois qu'ils ont réagi comme ils pouvaient, mais ils avaient en tout cas, ils s'étaient assurés d'un maximum de sécurité dès le départ. C'est notre tempête qui est arrivée. Et je crois que ce drame-là a servi de nouveau pour renforcer encore plus la sécurité au niveau de toutes les organisations. Je crois que maintenant, en France, ils sont encore plus sévères que nous. Et je crois qu'en Belgique, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Oui, hein. Nous, avant chaque concert sur le grand site, maintenant on a un bulletin météo, on a la chance d'avoir pas mal de champs au-dessus, donc les stations météo, on sait à l'avance. Et le jour où on nous annoncera qu'il y a un risque de tempête, on ne se posera pas la question non plus, on arrêtera. Et voilà. Est-ce qu'il est possible de s'assurer, justement? Il y en a qui me disent oui, d'autres qui me disent non. Si, c'est possible, mais voilà, on essaye déjà de l'assurer, on a des demandes sur certains contrats, le backline et les instruments de certains artistes, parce qu'ils tiennent énormément leur piano et tout. Donc on souscrit des contrats dans des assurances, mais il faut savoir que ça coûte beaucoup d'argent. Donc souvent, on préfère être dans le cas de la sécurité qui va passer la nuit à côté de la remorque ou du bus ou du tourbus ou bien des instruments, plutôt que de signer un contrat d'assurance, parce que les tarifs sont exorbitants. Il y a des assurances de base qu'on est obligé de prendre, c'est ça que je dis, oui, forcément. Face à Moi, je ne sais pas justement si les compagnies pourraient être dans ce cas-là. Il y a des responsabilités civiles qui prévoient des catastrophes naturelles, etc. Mais il est évident qu'on a beau s'assurer dès qu'il y a un problème, et de plus en plus, quel que soit notre secteur d'activité. D'ailleurs, maintenant, on est dans une démarche plutôt de culpabilisation que de responsabilisation. Et donc, on a toujours, en cas de problème, des problèmes, quelle que soit l'assurance qu'on a prise. Moi, je pense qu'on est bien assuré. Enfin, il faut tout rien. Est-ce que vous êtes informé de l'existence d'une norme ISO orientée vers l'organisation des spectacles? Norme de certification. De plus en plus, l'approche du développement durable fait que l'organisation de l'événement implique l'intégration d'un certain nombre de critères. Comment est-ce que vous gérez ces critères? Ça intervient, nous, au niveau du Belgique Festival, on a pris la foulée des Franco avec des gobelets réutilisables. Je ne cache pas qu'on a eu très peur. On a eu très peur. De nouveau, j'en reviens toujours à l'aspect convivial. C'était nouveau. On s'est dit, ça va être compliqué à gérer, les gens vont devoir aller chercher des gobelets, payer 25, récupérer 1 euro, enfin tout un truc. C'est une logistique en plus qu'il faut vraiment adopter. Et finalement, je pense que c'est grâce au Franco qu'il avait fait l'été précédent. Ça s'est super bien passé, je pense que le public est rentré dedans. Et voilà, maintenant on sait que d'office, on va prévoir 5 à 10 personnes de plus. Un cas de logistique supplémentaire pour pouvoir accueillir tous ces gobelets, on va venir les chercher fin de nuit pour les laver, les ramener. Donc voilà, c'est maintenant, c'est la 4e année, je pense qu'on va le faire. Voilà, c'est rentré dans les box, mais nous, on n'a que cette partie-là du niveau durable. Comme Pierre-Laurent l'a dit, donc nous, on a incorporé ça, on a été un peu précurseur là-dessus, c'était un dossier qui nous tenait vraiment à cœur. Donc on a eu du mal à l'imposer parce qu'on avait des partenaires qui étaient assez réticents, comme Coca-Cola, qui veut imposer sa bouteille, PET, tout le bazar, l'image de marque, Red Bull. Mais on a vu que c'était une opportunité, on a travaillé dessus, on l'a imposé, ça a marché. Après, d'autres festivals ont pris le pli. Maintenant, il y a même des stades de foot et compagnie. Et alors, à notre niveau aussi, moi je suis assez attentif à tout ce qui est développement durable et compagnie. On a une très grosse production de déchets, donc 160 000 personnes. Donc, j'ai pris des collaborations avec Foss Plus, Intratel et compagnie. Donc, on a créé un e-Recipark. On invite tout le monde à trier ses déchets, PMC, papier, carton, tout venant. On a instauré des îlots de tri, 120 îlots de tri un peu partout dans la ville. On vidange plusieurs fois par jour. Donc on a des collaborations aussi avec les restaurateurs. On essaye de faire en sorte qu'ils achètent en grande quantité et qu'ils aillent à la bulle à verre. Donc là, on a vraiment travaillé là-dessus. On a une collaboration avec l'Université de Liège. On a une taxe carbone, parce qu'on trouve qu'on pollue avec les va-et-vient des artistes, les shuttles et compagnie. Et donc, oui, on est attentif à ça. On est aussi passé à du papier labellisé, on a installé des panneaux solaires sur le toit. Donc, ça, c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur. Et nous, au Franco, on travaille
beaucoup dessus. Est-ce que le public est informé? Oui, tout à fait. Maintenant, à chaque conférence de presse, on essaie vraiment de marquer le coup et de diffuser largement que les francophonies de Spa veulent être un festival propre. Donc, si le public nous suit, donc les gobelets réutilisables, trier ses déchets, essayer d'en produire moins, ben, je crois qu'on va aller vers quelque chose de bien. Cette question, je voulais encore apporter, comme il y a des étudiants en tourisme, n'oubliez pas que quand vous organisez un événement, quel qu'il soit, c'est un événement qui a toujours lieu quelque part et qui va toujours servir à la notoriété et à la renommée de l'endroit où vous organisez votre événement. Je reprends le cas du Basic Festival de Herve. Tout le monde connaît Herve parce que c'est le fromage, mais depuis 10 ans, on sait qu'il y a aussi un festival. En termes de renommée, mais en termes d'Oreca. Spa est évidemment le meilleur ambassadeur de vecteur d'image et de vecteur d'affluence vers l'Oreca. Alors c'est clair que Spa n'avait peut-être pas besoin des Franco que les gens se déplacent à Spa, mais bon, là il y a encore un degré supplémentaire atteint grâce aux francophonie, bien entendu. Mais n'oubliez jamais qu'il y a une onde qui se disperse autour de votre événement par rapport à votre événement et par rapport aussi à l'endroit où vous faites votre événement. Vous parlez de votre événement, mais vous parlez aussi de l'endroit où vous le faites. Et ça, il faut toujours y penser. Il y a toujours un impact collatéral qui, normalement, doit être positif. Et ça, c'est votre travail aussi de le rendre positif et pas le rendre négatif par rapport à l'endroit où vous l'organisez. Je vais encore une question, mais qui n'a rien à voir avec le droit cette fois-ci, plutôt que le français. Ils vont plus se moquer de vous alors. Je ne me moque pas, parce que gentiment, on se connaît bien. Voilà, on entend quand même pas mal de critiques par rapport au franco, parce que justement, au départ, le but c'était de développer la francophonie, etc. Et ce qu'on entend dire aujourd'hui, c'est que les artistes francophones sont, on a l'impression que voilà, ils sont un peu en déclin. Alors, simplement, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a du mal à écrire des albums pour les artistes, donc là, ça va être... Mais effectivement, oui, on a fait le tour. On manque un peu de révélation artistique française, et je ne cache pas qu'à l'affiche de cette année, il va peut-être y avoir un ou deux grands artistes internationaux. Pourquoi? Parce que on a souvent le reproche de nous dire Calogero, 4 fois qu'il est venu, même chose pour elle, même chose pour Cali, c'est tous des gens qu'on va normalement retrouver à l'affiche. Voilà, une petite info. Oui, on entend ces critiques-là, mais on a du mal, nous, à faire en sorte que soit on doit arrêter de se baser rien que sur la chanson francophone, soit attendre que la jeunesse ressorte de nouveaux artistes. Mais on essaye aussi de se diversifier. Hein. Maintenant, on a quand même tous les artistes électro, même si là, ça ne chante pas. Hein, aussi, on peut faire quoi? Ils jouent, tout le monde sait le faire. Et je crois que les jeunes, maintenant, tout le monde veut bien aller dans les soirées électro. Et donc là, on a créé un site spécialement pour les jeunes qui est en train de prendre de l'ampleur. Et voilà, on essaie de se diversifier aussi en accueillant les musiques actuelles. Parce que le je sais pas, le festival de Spa est un peu victime de son succès, entre guillemets, qu'on dit de plus en plus haut et que justement, peut-être dans les têtes d'affiche, on ne retrouve pas beaucoup d'artistes francophones. Oui, c'est vrai qu'on a visé de plus en plus. Mais voilà, on vient de prendre une grosse gifle l'année passée, hein, quand on fait plus de 300 000 € de pertes, même si on a un budget au total de 5 millions, c'est quand même pas agréable parce qu'on a vu notre trésorerie. Il ne faut pas le faire plusieurs années de suite, sinon les francophonies arrêteront aussi. Et donc là, on se remet en question, on va essayer de créer de nouvelles choses, une nouvelle image de marque, un peu plus jeune, on va essayer de réattirer les jeunes. On a créé un petit personnage, un Francky bien sympathique, on a décliné à toutes les sauces. Et voilà, on a des prévisions, on est allé voir le festival que tout le monde connaît en Belgique, Tomorrowland, on est allé voir ce qui disait que c'était magique, et on va essayer d'amener un peu cette magie au niveau de sport. Voilà. On a accueilli aussi pas mal de jeunes dans nos équipes, on a des stagiaires, on écoute les stagiaires, leurs idées, on essaie de les mettre en application.
Puis aussi, les festivals sont tributaires des artistes qui tournent. Si un artiste, je crois que Vincent le disait tout à l'heure, ne tourne pas juillet-août ou mars-avril, s'il est en studio, il est en studio. Voilà. Et puis à un moment donné, c'est clair qu'il y a des artistes qui sont tournés 3, 4, 5 fois au Franco, au Belgique aussi, je ne m'en cache pas. Mais à un moment donné, il y a des artistes qu'on n'aura jamais. Je ne suis pas certain que des artistes comme Mylène Farmer et autres vont pouvoir venir même au Franco, parce que l'infrastructure ne le permet pas. Et à un moment donné, le prix ne sera comme ce qu'il disait David Guetta, vaut pour le reste. À un moment donné, on est limité. Aussi, on aurait bien voulu faire Jean-Louis Aubert. Et quand je vois le prix de Jean-Louis Aubert, le prix plus ce que ça coûtera réellement, c'est 150 € la place. Il n'y a pas de secret. Donc, et à un moment donné, c'est contre-productif. Donc voilà, on sait qu'il y a des groupes qui maintiennent un niveau de prix qui ne veulent pas aller au-delà, mais il y a d'autres problèmes qui surgissent au niveau de l'infrastructure, de ce qu'il leur faut sur scène. C'est pas une simple scène avec 3 flights et 2 retours. Non, c'est des trucs, et 2 ponts du milieu, non, c'est des trucs plus sophistiqués et qui bien souvent rentrent difficilement dans des cadres, dans plus de festivals où la base là est la même pour tout le monde. Voilà, il y a aussi ces facteurs-là qui fait que on tourne, c'est vrai, peut-être dans un précaré un peu délimité et qui s'écarte un peu. La Rochelle, c'est le niveau que je parle, en France. Donc vous nous avez présenté un peu 3 festivals qui, malgré leur taille différente, ont plus ou moins la même trajectoire. On a commencé modeste, petit, puis on a grandi, et on se rend compte, et ce n'est pas les 3 seuls festivals, d'autres aussi rentrent dans la même évolution, que ces dernières années, voilà, c'est un peu plus difficile. Ma question est un peu double. Tout d'abord, pourquoi, alors que vous revendiquez tous les 3 comme ASBL, pas le but de faire de profit, pourquoi cette crise, ce gigantisme, cette course au gigantisme, cette course à la croissance, qui nous fait plutôt penser à quelque chose, à un mécanisme lucratif? Donc pourquoi vouloir courir à grandir à ce point? Deuxièmement, est-ce que vous pensez que c'est cette croissance qui est à l'origine de la stagnation de ces dernières années? Et si oui, quid pour les 10 prochaines années? Que va devenir le profil de vie d'un festival? Moi, je peux répondre à la première question. Pourquoi grandir? Simplement parce que quand on fait la première édition de manière modeste, le travail est tellement gigantesque, comme on en a parlé, qu'on a envie de faire plus. C'est uniquement ça. Et le fait de grandir, je peux comprendre qu'on ait l'impression que ce soit une volonté de gagner plus, mais certainement pas réel. Ce n'est pas ça qui se passe. Donc c'est simplement, à notre niveau, une volonté de faire un peu plus et de se faire plaisir quelque part et d'assurer notre passion et de proposer aussi d'avoir plus de monde qui assiste au festival et d'avoir une meilleure reconnaissance de ce qu'on fait. Enfin, pour la deuxième question, moi je ne dirais pas... Pour la première partie, oui, c'est un peu ça, c'est la passion, puis de se dire, on s'investit pendant des mois et des mois pour un truc qui va durer 5 heures. Bon, pourquoi pas, on va mettre quasiment le même temps d'investissement si on fait 2 jours. Et puis nous, on s'est rendu compte que les 3 premières années, avant qu'on passe à 3 jours, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas venir parce qu'on avait cette base de 2500 personnes. Et donc voilà, on s'est dit, oui, il y a des artistes qui veulent venir, donc oui. L'avenir est très sombre. L'avenir est très sombre. Il y a des festivals qui ont existé dans la région liégeoise et qui n'existent plus, justement par excès de gigantisme. Je parle de Mandin, qui s'est vautré financièrement complètement en voulant vraiment taper très très haut dans les programmations. Au final, il n'existe plus. Nous, à notre petit niveau, voilà, on a 10 ans, mais je vous dis que nous, chaque année, entre 4h et 5h du matin, le dernier jour du festival, c'est nous, on ne fera pas le prochain. C'est toujours comme ça. Quand on se revoit à 8h du matin, à la partie, on en fait un. En sachant les difficultés
voir, mais d'année en année, le laps de temps où on ne le fait pas est de plus en plus long, parce que c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a l'aspect crise, les loisirs ont changé, en tout cas se sont multipliés. C'est clair qu'on peut maintenir un niveau de place bas, mais pour le reste des bars et tout ça, il faut que ça tourne, les gens doivent manger moins, en tout cas on l'espère, et on ne peut pas non plus avoir un prix plancher. Puis nous, il faut qu'on récupère. C'est vrai qu'on est en ASBL, on ne veut pas faire d'argent, mais l'argent qu'on veut avoir, on veut essayer d'avoir le plus possible pour s'assurer l'organisation d'une initiation. Voilà, nous en tout cas, l'argent, dans le même circuit, il ne sort pas. Donc, voilà, et donc, l'avenir n'est pas top. Quand je vois ici, nous, on a été obligés d'enlever une journée, pas de gaieté de cœur, mais on a dû le faire pour essayer de retrouver un budget équilibré. On a aussi des partenaires qui mettent moins, mais quand un partenaire met 2 000 € en moins, à notre niveau, c'est quand même important, 5 000 €, c'est encore plus important. Et donc voilà, donc c'est clair que l'avenir n'est pas super rose. On espère qu'on va pouvoir faire une deuxième édition, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et de nouveau, nous, on est dans un cas totalement amateur. On n'a pas, le cas au Francophonie et Glaçant, des gens qui sont salariés du festival. Et donc, s'il n'y a plus de festival, quelque part, ces gens n'ont plus d'emploi. Nous, si on arrête, on sera déçus parce qu'on aime bien. Mais voilà, ça ne va pas empêcher de dormir, ça ne va pas empêcher de vivre, parce que je vois toujours mon boulot, et voilà, je fais quelque chose d'autre, c'est clair. Mais ça aussi, c'est un élément qu'il faut compter. Voilà. On espère qu'on pourra faire de bons exercices. C'est un peu dans la nature de l'homme, donc de vouloir à chaque fois offrir plus et grandir. Nous, en tout cas, c'est vrai qu'on a grandi, mais ça fait quelques années où on est à saturation, on sait bien qu'on ne pourra pas faire plus. Donc ici, l'année passée, on a réfléchi à délocaliser, à aller sur des sites qui allaient pouvoir accueillir 15 000 personnes à la place de 8 000, 9 000. Et tout compte fait, on préfère en rester là. On sait bien qu'on est à saturation, on ne pourra pas plus offrir de concerts, de machins comme ça. On va essayer de se diversifier. On a créé un footing pendant les Franco, on va mettre de l'animation dans le camping, on va essayer d'animer la ville avec des spectacles de rue. Mais voilà, gentiment. On ne veut pas passer le cap au-dessus, où on va aller chercher des artistes à 200, 250 000, qui seront peut-être produits dans le nord de la France avant et que tout le monde aura vu. Donc on ne veut pas se casser la figure non plus, donc on essaye de stabiliser la chose et de faire passer la crise. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, avant de vous libérer. Ben voilà, je pense qu'on a mis. Juste un petit conseil, si vous devenez artiste, ne soyez pas trop exigeant. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, oui. Moi j'ai une question, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, le volume il n'arrête pas de diminuer aussi, et c'est assez embêtant pour les spectateurs, par exemple, puisque quand on est devant ça va, mais si on s'éloigne un peu on n'entend plus rien, et avant c'était pas le cas, quoi. Il n'y avait pas de règles où il fallait limiter les décibels et tout ça, et c'est pas qu'en festival, même dans les soirées, dans les boîtes traditionnelles ou quoi, c'est partout pareil, et quand est-ce qu'ils vont arrêter quoi, parce que bientôt on n'entendra plus rien, il va falloir aller avec un casque ou quoi. Normalement c'est réglementé. Dans les salles, je prends la salle du Casino de Spa, il y a un appareil qui mesure les dB, et on ne peut pas exagérer. C'est vrai que maintenant, pour tout ce qui est en extérieur et compagnie, voilà, on fait de la prévention là-dessus. On dit aux gens d'essayer de ne pas se coller au haut-parleur, et s'ils vont tout près, ben, il existe des bouchons d'oreilles. Tous les techniciens qui montent, qui sont là à faire des tests, on essaye qu'ils soient équipés. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Mais il y a une législation qui fait que normalement on ne peut pas dépasser. Je vous conseille tous de faire attention parce que se balader tous les jours avec un casque et son MP3 et la musique à fond, ça fait autant de dégâts aussi. Il faut être vigilant. Ben voilà, je pense qu'on a terminé par une recommandation sanitaire. Attention à vos oreilles, c'était tranquille. En tout cas, je les remercie tous les trois très chaleureusement.
Et je remercie également mes collègues de la logistique, du tourisme qui sont venus en super grand nombre, mais c'est la qualité qui prime sur la quantité. Voilà, un grand merci, bon retour et voilà, peut-être à une prochaine conférence. Merci à vous. Oh, j'ai un peu eu où moi?